Quel titre de chanson résumerait ta vie ? As-tu une cicatrice qui a une histoire particulière ? Quelle est la célébrité que tu aurais aimé rencontrer ? Quel serait le voyage de tes rêves ? Est-ce que tu as déjà dû faire un choix qui a totalement changé ta vie ? À quelle chose imaginaire croyais-tu quand tu étais enfant ? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personne, qu'elle soit artiste, humoriste, militante ou homologue du monde du podcast, qu'elle soit déjà célèbre ou qu'elle gagne à être connue, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. On est parti. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices d'Aléatoire. Je suis très heureux de vous retrouver en compagnie d'Anaïs Koopman. Alors, c'est pas la première fois qu'on se retrouve l'un et l'autre derrière un micro, vu qu'on s'est rencontrés via Radio Campus Paris, encore une, et via VRF, l'émission grâce à laquelle j'ai rencontré Wesley, que vous avez déjà pu entendre. Salut Anaïs. Salut, comment ça va ? Bah ça va et toi, merci. Tu poses la question à ma place, c'est nickel. Je t'avais prévenu, il va falloir que je fasse attention à ça. Ce qui donc permet d'attaquer ta présentation, vu que tu es journaliste, oui. Et aussi podcasteuse. Donc si je ne me méprends pas, tu as commencé en étant journaliste rap d'abord ? Oui, exactement. En fait, j'ai toujours voulu être journaliste, et sauf qu'à l'époque, j'étais le bon petit soldat qui écoutait la vie des autres, et on m'a toujours mise en garde, il n'y aura pas de place, c'est bouché, nanani, nanana. Donc j'ai fait, à la fac, j'ai fait sciences de gestion, et après... une école de marketing, tout ça, plutôt chiant pour moi, voilà, microéconomie, tout ça. Bon, j'avais 5, donc c'est pas... Okay. Voilà, on n'est pas dans une voie... C'était pas une vocation. On n'est pas dans une vocation, voilà. Et puis un jour, un peu par hasard, donc tu vois, je suis dans le bon podcast, j'ai effectivement... Alors, j'ai commencé avant le rap par lancer mon propre podcast, parce que j'étais donc... en fait, j'étais à Londres pour un stage de fin d'études dans le luxe, où je vendais des crèmes au caviar. Donc, vraiment passionnant. Pardon ? Hein. Ouais, des crèmes au caviar, vraiment. Genre des crèmes pour le visage ? Ouais, voilà, pour le visage qui coûte je sais pas combien d'euros, je sais plus. Mais voilà, et j'ai un peu pété un câble, enfin même beaucoup, au bout d'un mois. C'était vraiment... après 5 ans à me forcer à faire quelque chose que je n'aimais pas. Et c'était après aussi mon diagnostic de l'endométriose. On en parlera après parce que ça fait partie aussi de mon travail et de ma vie quotidienne. Et donc, il y a eu une sorte de déclic. Et donc, je suis rentrée à Lyon chez mes parents. Et là, j'ai cru que j'avais un peu, enfin même carrément loupé ma vie. Et puis après, je me suis dit que ce qui me mettait pas mal la pression, c'était les podcasts, mais plutôt d'entrepreneurs qui avaient réussi, qui étaient déjà on top of the world. Et puis là, je me suis dit, ok, moi, ce que j'ai envie d'entendre, c'est des personnes qui soit sont en train de se lancer et voilà les coulisses en fait de l'entrepreneuriat, ou alors qui se sont déjà plantés, et en fait c'est pas grave, au contraire c'est très utile et c'est ce qui les a vachement aidés à avancer. Et donc j'ai lancé un podcast qui s'appelle Jump Ta Life. Et en fait, après, ça allait un peu plus vite que prévu, puisque voilà, j'ai fait que 2 épisodes, parce qu'après, j'ai trouvé un énième stage chez Génération, dans lequel, au début, j'écrivais des articles, et puis finalement, j'ai interviewé les rappeurs américains, et enfin, j'ai co-animé la matinale à Lyon de Génération. Et en fait, ce qui m'a menée au rap... j'ai oublié une petite étape, c'est que quand j'étais encore à l'école et que j'écrivais mon mémoire et que j'étais aussi rentrée à Lyon pour écrire ce mémoire 6 mois. Donc c'était avant ce fameux stage à Londres. Tu m'arrêtes si ça part dans tous les sens. Non, vas-y. Aussi. Je rentrais de soirée, voilà, un petit peu éméchée. Et puis je vois des mecs sortir d'une sorte de studio complètement bordélique, enfin voilà, comme on aime à Lyon, et c'était Radio Canu, donc une radio FM à Lyon, associative, et eux, je sais pas, je leur ai parlé, je leur dis mais qu'est-ce que vous faites ? Et ben voilà, on sort d'une émission qu'on anime qui s'appelle Chez les Arts. Alors je sais plus pourquoi Chez les Arts, mais voilà, sur les cultures urbaines, tout ça. Et je leur dis mais attends, vous avez une fille ou pas ? Parce que c'est important. Maintenant, faut se mettre à l'ordre du jour. Et exactement, la représentativité. Voilà, exactement. Et puis ils me disent bah non, mais en fait on est chaud.
viens, on te donne carte blanche, tu viens vendredi prochain, on s'amuse. Et moi, le rap, il faut savoir que c'est un truc dans lequel j'ai toujours un peu baigné. Alors attention, je suis pas la fille du terre là, mais mon père est un grand fan de rap, surtout américain. Et du coup, j'ai toujours, j'ai toujours... t'as grandi avec... Ouais, voilà, j'ai découvert la chanson française, je sais pas, à 18 ans, en soirée où il y avait du Céline Dion à partir d'une certaine heure. Et donc, je me suis lancée avec eux et c'est là que j'ai pris goût à la radio. Et puis ensuite, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu un pote qui m'a beaucoup donné l'amour de la radio aussi à une soirée quand je suis revenue à Paris. Et le lendemain, on s'est croisés dans notre école. Donc en fait, on avait tellement parlé que de musique et de radio qu'on savait même pas ce qu'on faisait comme études. Et du coup, pareil, lui, il partait à Tel Aviv et du coup, il m'a laissé sa place dans une web radio qui s'appelle Radio VL à Paris. Donc voilà, et donc là j'ai pu faire des chroniques d'abord sur le style, mais voilà, donc d'où vient la mode du bob Ikea, d'où vient je sais plus trop, mais ça partait un peu dans tous les sens. Je m'amusais trop, c'était très humoristique, et puis j'essayais d'apprendre aussi des choses sur du coup ça vient pas mal avec la culture et aussi la musique, etc. Et ensuite, sur le bien-être, mais toujours avec de l'autodérision. Moi, j'adore le McDo, mais j'aime aussi faire du yoga. Donc, je suis addict à mon téléphone, au réseau, et j'essayais de me lancer des petits challenges que je ne réussissais pas, mais du coup, c'était rigolo. Et ensuite, donc voilà, on revient un peu plus tard, génération. Et puis ensuite, je me rends compte qu'il n'y a pas trop de sens dans mon boulot, donc un peu cliché, mais c'est vrai que Boubacaris, tous les matins, écrire l'horoscope, tout ça... Faites comme 50 Cent. Il y avait un horoscope sur Génération. Ok, d'accord. Et en fait, on l'écrit, clairement. C'est pas, on l'écrit complet. Et au bout d'un moment, j'avais plus trop d'inspi. Puis je me levais à 5h du mat. Donc voilà. Et j'étais très malade à ce moment-là. C'était juste avant de me faire opérer, en fait. Donc voilà. Et là, du coup, je me suis dit, soit je refais une école de journalisme, soit je refais un stage, et du coup, là, j'ai failli bosser chez Radio Nova, mais finalement, j'ai choisi d'écrire pour le magazine papier de Welcome to the Jungle, qui était super chouette, qui est mort avec le Covid, malheureusement. C'était un trimestriel, et enfin vraiment, vraiment cool, et j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Beaucoup de choses. J'ai rencontré mon mec aussi, accessoirement, avec qui je bossais, puisque lui, il est photographe là-bas. Donc, cool aussi, bon choix. Et puis ensuite, il y a eu le Covid. Oui. Le fameux Covid. Et il a fait changer pas mal de choses. Voilà. Donc là, de nouveau, petit down, remise en question. Et puis, j'ai remarqué que moi, j'avais besoin de changement très régulièrement et que je m'étais jamais vraiment sentie bien dans une boîte. Donc, aussi dans les stages que j'avais fait avant, tout ça, au point de vouloir y rester, que je m'ennuyais vite. Et donc là, j'ai commencé à écrire à plein de monde qui était indépendant, qui crée du contenu, notamment dans le podcast, parce que c'est vraiment ma passion numéro uno, quoi, on va dire. Et puis là, du coup, j'ai décidé de me lancer. Et là, j'ai commencé dans une boîte qui s'appelle Moods, qui fait des culottes menstruelles. Donc là, je suis passée du rap donc au monde du travail, mais c'est vrai que Welcome, c'est beaucoup avec des pas de côté, des portraits, travailler moins, tout ça. Donc c'était super cool, pas du tout chiant, quoi. Et là, du coup, à la santé des femmes, donc je devais créer un magazine sur la santé des femmes, un web magazine. Donc je me suis dit, ça y est, j'ai tout fait ça, j'ai fait tout ça pour ça, je suis enfin à ma place, c'est cool. En parallèle, je continue à bosser avec Welcome to the Jungle et de faire de la radio, donc un peu plus tard quand on a levé le Covid, mais donc notamment chez VRF et donc Vrai Rap Français, où on s'est rencontrés, et Radio VL. Je revenais un peu chez Les Arts. Enfin voilà, il y avait ce truc, c'était plus en mode passion. Par ailleurs, j'écrivais pour Liv, qui est un magazine du coup dédié à l'endométriose, l'école de l'endométriose, et donc qui fait aussi beaucoup de contenu éducatif sur ça. J'ai continué à bosser avec Welcome to the Jungle, ce que je fais toujours. Donc soit j'anime leurs événements, soit j'écris pour eux, soit je fais des interviews vidéo. Donc c'est hyper vaste et très très cool. Et ensuite, j'ai plutôt bossé pour une agence de conseil en entreprise sur toutes les questions d'inclusion, tout ça. J'ai continué à écrire sur l'endométriose et j'ai commencé à faire pas mal de podcasts, beaucoup, pour plutôt des marques avec lesquelles j'étais vachement en phase sur des sujets qui me plaisaient. Donc, avec des studios de podcast, sur l'entrepreneuriat, sur la santé mentale aussi. J'ai fait ça pour Herborian, pour la saison 2 de leur podcast Autoportrait. Je me suis beaucoup, beaucoup amusée. Et là, c'était beaucoup plus de A à Z parce que je co-créais le
le concept, j'écrivais les trames, je faisais le casting, les pré-interviews, les interviews. Et là, je me suis vraiment éclatée et j'ai compris que c'était quelque chose que je voulais vraiment faire. Et donc, on en arrive à cette année-là. Voilà, on va pas chanter tout de suite. On m'avait dit pas de chanson française. Oups, je rapperai après peut-être. Et là, vraiment, là, j'ai décidé de faire un peu le tri dans mes missions. Et puis, on arrivait au bout des deux côtés, donc très cool. Je continue à bosser avec Welcome to the Jungle. Et là, je suis sur des projets qui ne se sont pas encore concrétisés, à la fois perso et pro. Donc, j'en dirai pas plus pour pas me porter l'œil. Mais voilà, de vraiment, là, d'être plus dans le coaching de personnes qui veulent créer leur podcast, l'accompagnement, vraiment créer le concept du podcast. Donc, prendre un peu de hauteur et puis des stratégies de contenu, tout ça. Parce que, voilà, écrire tout ça, j'ai envie de le faire plus pour le kiff, pour mon kiff perso. Et je trouve ça chouette aussi de juste d'être plutôt dans l'aspect créatif et d'accompagnement. Et puis, j'ai toujours envie d'animer. J'aimerais bien faire plus des talks, comme on dit, des tables rondes, peut-être des formations aussi sur certains sujets. Voilà. Très bien. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. J'avais aucune question j'ai plus aucune. Enfin non, t'as à peu près abordé toutes les notes que j'avais prises. T'as bien fait ton taf. Je pense que dans les podcasts qui t'ont foutu la pression d'entrepreneurs qui réussissent, il y en a un sur lequel j'ai bossé, c'est quasiment sûr. On en parlera en off parce que je veux pas le nommer. Ouais, mais ça m'intéresse quand même. Mais non, par contre, c'est vrai que tu l'as déjà évoqué. Et c'est une des dernières choses que j'avais noté, qui est effectivement l'importance de l'endométriose et de la mince, tu as dit les termes et il est encore 11h30 du matin. De la santé mentale, de la santé des femmes. Non, l'inclusion. Non, mais le fait d'aller chez le docteur et qu'ils te le disent, c'est le diagnostic. Le diagnostic, voilà. Yes, donc le meilleur moment de ma vie. Et donc oui, tu disais que ça avait eu une importance dans ton parcours. Ouais, et c'est vrai que j'avais noté que tu faisais partie des voix sur ce sujet qu'on entendait assez régulièrement. Donc voilà, je sais pas si tu veux en dire un peu plus et développer autour de ce sujet. Déjà rappeler peut-être pour celles... Je pense que mon public sait globalement ce que c'est que l'endométriose. Maintenant, oui. Mais sait-on jamais Oui, je pense que c'est important parce que c'est très récent. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai eu à peu près 7 ans d'errance médicale. C'est la moyenne. Et puis, il y a l'errance pré-diagnostic et post-diagnostic. C'est-à-dire que là, j'ai toujours pas trouvé de solution. J'ai testé maintenant une dizaine de traitements. J'ai été opérée. Donc oui, pour reprendre au départ, à la base, l'endométriose, c'est une maladie... exclusivement féminine, pour les personnes menstruées, plutôt. Et donc, l'idée, c'est... les symptômes... alors, l'origine, c'est encore très, très flou. En fait, il faut savoir que t'es un peu un hamster dans ta roue, donc t'attends qu'on te donne des solutions. Sur l'origine, sur le traitement, il n'y en a pas d'ailleurs, comme je te le disais. Donc voilà, ce sont des cellules de l'endomètre qui sortent de là où elles devraient rester. Donc il y en a qui en ont jusqu'au poumon ou même au cerveau, mais c'est très rare ça. Mais en tout cas, ça fait très très mal. T'as l'impression soit qu'on t'écrases le bide avec des rangers, soit qu'on te plante des couteaux dans le dos, dans le ventre et dans le dos d'ailleurs. Et en fait, si tu veux, ça touche aussi les nerfs. Donc, puisque c'est une inflammation, donc là où tu as des lésions, les organes sont inflammés, ils se touchent entre eux, donc tu as des adhérences entre les organes. Et donc, en fait, ça touche les nerfs. Donc moi, par exemple, j'ai mal du ventre au genou quand j'ai mal. Voilà. Donc c'est très handicapant au quotidien. T'as des hémorragies, puisqu'on parle cash. Voilà, tu te réveilles dans des flecs de sang, tu peux pas sortir 20 minutes, tu loupes beaucoup de choses. Psychologiquement, c'est dur d'avoir mal, c'est épuisant, t'as une fatigue chronique. T'as beaucoup de pression parce que t'es censé aussi tester des médecines douces, changer d'alimentation, ce qui a un coût et une charge mentale qui est grosse parce que quand t'as mal, du coup, t'as l'impression que c'est ta faute parce que t'as pas assez fait attention. Et moi, je suis une épicurienne et j'ai pas du tout envie de me brimer encore plus, alors que ça me bouffe déjà pas mal de temps de qualité et pro. Et pour finir sur ce point, t'as aussi, alors on pense aussi que c'est une maladie hormonale, ce qui est très probable et donc moi, j'ai up-down très, 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 très prononcés qui sont sûrement liés à cette maladie. Et donc, voilà, j'ai voulu m'ouvrir dessus. C'est une maladie très taboue. Même dans ma famille, on savait pas forcément ce que j'avais. On pensait que j'étais un peu folle. Même avant de me faire opérer, on me disait « Mais non, c'est pas une maladie. Voilà, c'est bon. »
Et donc là, j'ai décidé d'en parler. J'ai pu rencontrer plein de femmes qui étaient concernées, savoir aussi que ça pouvait aider. Alors d'abord moi, c'est très thérapeutique, mais aussi les autres. Juste par le pouvoir de la parole. Sûr, et ouais. puis là, je suis sur un projet, et là, je vais en parler, puisque j'ai vraiment envie que ça se concrétise et que je sais que ça va le faire, de documentaire avec Camille Emmanuel, qui est journaliste sexo, notamment, éditrice. Et donc, on a un producteur et on aimerait trouver un diffuseur. Et... Donc, documentaire vidéo. Ouais. Ok. Voilà. Super. Dans lequel je serais co-autrice et en fait, on me suivrait dans un parcours, c'est une enquête intime, donc il n'y aurait pas du tout que moi, des experts, des personnes concernées de près ou de loin. Okay. Ma famille, voilà, tout le parcours aussi que j'ai vécu. Donc voilà, je pense que c'est déjà pas mal d'infos. T'as peut-être des questions, mais peut-être pas aussi. Non, je trouve que c'est très bien comme c'est vrai que c'est un sujet. J'aborde rarement des sujets aussi, aussi sérieux et aussi même grave, je dirais. Ouais, intime, sur aléatoire. Donc c'est bien d'en parler. C'est vrai que ayant eu des proches qui en souffraient, je me suis un peu renseigné, et je sais un peu ce que c'est, mais c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle pour l'instant extrêmement peu, et je pense que c'est important d'en parler, et je suis assez d'accord avec les femmes qui disent que si ça touchait les mecs, ça ferait 40 ans qu'on aurait voire 60 ans qu'on aurait un traitement et qu'on saurait exactement de quoi il en retourne. Et puis, juste pour rebondir sur ça, déjà ça touche quand même 1 à 2 femmes sur 10, donc c'est énorme. Ouais. C'est la première cause d'infertilité aussi. Donc tu te poses des questions très tôt si tu veux des enfants aussi, c'est quand même pas très léger. Et puis Camille Emmanuel dit toujours un truc que j'adore. Elle dit on a quand même réussi il y a des années à créer une petite pilule pour que les mecs bandent. Alors là, si c'était possible de revoir les priorités, ce serait cool. Ouais, absolument. Ouais. Voilà, donc c'était le grand plan de Macron. Avant évidemment sa réélection, hein. Et puis on attend toujours qu'il se passe des choses, donc on va aussi sûrement se rendre au ministère. Il s'en passe. Il y a des manifestants qui se prennent des grenades sur la tête. C'est ça. Donc il se passe plein de trucs en ce moment grâce à Macron. On nous encourage à dire les choses, quoi. Le seul journaliste qui veut bien rencontrer, c'est un mec qui sort de 2 ans d'otage, donc qui a pas allumé une télé en 2 ans, qui sait pas ce qui se passe. Ouais, c'est intéressant. Vraiment, on est sur quelqu'un qui fait les choses bien. Qui est bienveillant. Écoute, je sais pas si tu as des choses à ajouter à ta présentation, mais sinon on peut passer à la boîte, et de toute façon je pense que les questions qui vont sortir vont poursuivre, mine de rien, cette présentation. Alors la première, si tu pouvais te réincarner dans un animal. Alors là je suis en train de voir mon Carlin qui passe sa vie à dormir, pour lequel on trime pour qu'il ait des croquettes. non, en vrai ça me ferait chier puisque je m'ennuierais énormément. Qu'est-ce que j'aimerais être ? C'est marrant comme question, waouh. Je me suis rarement posé cette question. Waouh. Attends, qu'est-ce qui me vient en tête là sans trop réfléchir, hein, c'est peut-être le principe aussi. Comme tu veux. Peut-être un guépard. Ok. qui serait libre, Tu aimes aller vite. Alors, on en parlait tout à l'heure. Je sais pas si j'aime aller vite ou si je vais vite naturellement. En tout cas, voilà, j'ai écrit aussi cette newsletter Calmos sur une hyperactive qui essaye de se reconvertir, d'arriver à mettre ses 2 pieds en éventail. On n'y est pas. Hein. Et puis, j'ai peut-être abandonné l'idée, juste essayer de m'accepter. Hein. En tout cas, ça parle à beaucoup de monde aussi, tu vois. On est aussi dans une société qui prône ça. Mais bref, peut-être un guépard qui va vite et c'est sa nature et du coup, j'ai jamais parlé à un guépard, mais je pense qu'ils essayent pas de changer. Ils sont juste comme ça. Et ce truc-là, c'est puissant. Ouais. Et puis, j'aurais pu penser au bélier. C'est mon signe astrologique et non mon string astrologique. et en même temps, lui, il se prend des murs. Donc, moi aussi, à force d'aller vite, très souvent. Hein, je te disais tout à l'heure que je me prenais souvent les coins de table, etc. Mais du coup, flemme. Je préfère me dire que je suis dans un vaste endroit dans lequel je peux courir au gré de mon énergie. Faire 40 kilos et monter des buffles d'une demi-tonne en haut d'un arbre. Exactement. Ça me va bien. Tu t'es bien renseigné sur les guépards. Alors, si tu pouvais vivre jusqu'à la fin de ta vie à un âge donné, ou si tu pouvais choisir l'âge de ta mort, lequel choisirais-tu ? Waouh. Je t'en prie, allonge-toi. C'est ça. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là ? Je vais sortir ma pipe, des lunettes et je vais prendre des notes. Ouais, c'est ça.
J'aurais dû venir avec un Vas-y, col mets-toi à roulé. l'aise. Écoute, je vais tricher un peu, mais je dirais que j'aime bien l'idée de 100 ans. Ok. Il y a déjà une question qui me taraude beaucoup, c'est est-ce que j'aimerais vivre est-ce que j'aimerais vivre longtemps au point de jamais mourir? Je pense que c'est une mauvaise idée et en même temps j'aimerais bien parce que j'ai pas du tout envie de mourir, j'ai vachement peur de la mort. Bref, on va pas partir dans un sujet trop deep. Surtout que cette question arrive plus tard. Donc, Ah merde. Ok, top. Oui, en plus, c'est vrai, je l'ai entendu ce matin, de nouveau. Du coup, 100 ans, mais à condition d'être en forme. Oui. Sinon, j'aimerais qu'on me débranche. C'est une phrase Ok. super sympa de ma mère qui m'a toujours fait promettre de la débrancher si ça allait pas. Ouais. Et je suis pour, d'ailleurs, l'euthanasie choisie. Et donc, voilà. Mais 100 ans, quand je vois les personnes qui vivent jusqu'à 100 ans et qui ont l'air bien, Ouais. je trouve ça génial. Et en même temps, en tant qu'hyperactive, je pense que j'aurais du mal à avoir mon énergie Baisser, et ma forme baissée. Ouais. Y a-t-il une odeur qui te plaît particulièrement? Ah, c'est marrant parce que j'ai failli être née. C'est quelque chose au début que je voulais faire et Ok. on m'avait dit arrête, tu vas te faire chier aussi. Ah ouais. D'un moment, il faut être scientifique aussi. Et du coup, c'est vrai que j'ai un odorat très très développé et c'est à la fois génial et vraiment pas bien. Mais c'est l'odeur de l'été. Je sais pas si tu portes ce parfum, Nux. C'est une marque que j'aime. Enfin voilà, je m'en fous un peu de la marque et de ce qu'elle représente, mais c'est l'odeur vraiment c'est l'odeur du monoeil en fait, Ok. et de la crème solaire et moi j'en mets même l'hiver et Ah ouais. parce que et souvent on me dit tu sens l'été et ça c'est l'odeur c'est ma manière de me dire que on peut mettre de l'été dans l'hiver. À condition d'y penser et de le faire et d'y croire. Ouais, c'est cette odeur-là, solaire, Ok. quoi. D'accord, donc t'es pas très branché hiver. Pourtant, ouais, si, à part aux Pays-Bas, dans mon pays d'origine. Ok. Enfin voilà, parce qu'ils savent rendre l'hiver cool, cosy, avec des bougies, des trucs, le hinge, là, comme on dit, comme. C'est suédois, en ça, non? Suède, ouais, voilà. Ouais. Le hi. Ouais, voilà, exact. Oui, pardon, chez moi le dialecte exact. Mais ouais, voilà, si j'étais là-bas, ok, mais c'est sûrement que je suis attachée à ce pays. Donc c'est de la triche, encore une fois. Mais tu as vécu ou c'est juste tes parents qui sont originaires de là-bas? Mon papa est né là-bas. Tu vois, Koopman, c'est un nom néerlandais. Mes grands-parents sont néerlandais, ils vivent en France, ils sont encore là, j'ai beaucoup de chance. Et mon arrière-grand-mère vivait là-bas, je l'ai connue aussi. Et mon père bosse là-bas, donc j'y vais tous les 3 ans, je dirais. Donc non, j'y ai jamais vécu, j'aimerais bien. J'avais postulé pour faire mon Erasmus là-bas. J'ai fini à Hull City, dans le trou du cul de l'Angleterre. Donc c'est un peu dommage, mais j'aimerais y vivre un jour. Ok, pour autant, je resterai pas longtemps parce que la météo n'est pas celle qui me plaît. Et plutôt quelle ville? Enfin, Amsterdam, Rotterdam, Tilburg, Eindhoven. Plutôt La Haye ou Rotterdam. Okay, ouais. J'aime bien les villes portuaires, va savoir pourquoi. Un peu industriel. C'est cool. Ouais, c'est cool aussi. Voilà. Parce que être proche de la mer, c'est cool. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, c'est pas une jolie ville, Rotterdam, mais j'aime le côté industriel et tout. Et puis, sinon, Amsterdam, mais ouais, ça reste très touristique. Trop touristique, ouais. Mais pourquoi pas, tu vois. Pourquoi pas. Es-tu pudique? Alors, franchement, non. Enfin, oui et non. Alors, attends. Je parle quand même de sujets hyper intimes, parce qu'être pudique, on pense tout de suite à la nudité, mais déjà, je parle beaucoup de sujets intimes. Je pense que j'ai beaucoup évolué sur ça. Je suis quelqu'un qui me livre beaucoup. Non, en fait, je suis pas pudique. Et peut-être trop. Je tends un peu le bâton pour me faire battre, parce que parfois, je me livre beaucoup et pas aux bonnes personnes qui vont un peu s'en servir contre moi. Et puis, au début, on n'avait pas de rideau et moi, je me balade. Enfin voilà, je sors de la douche, voilà. Et puis j'ai une anecdote qui est rigolote où j'étais. Bon bref, je la raconte, c'est marrant. Allez, vas-y. Où, au début, on n'avait pas de rideau ni de cuvette de chiottes et en fait, la chambre, voilà, elle est filante. Donc il y a une fenêtre qui donne sur la cour et donc le voisin d'en face, dans les toilettes et dans la chambre. Et une fois, je faisais pipi, mais du coup il y avait pas de cuvette, donc un peu debout. Et puis et là je vois le voisin je me tête à tête avec le voisin, quoi. Et donc j'ai le réflexe évidemment de me lever et de faire le voisin a vu mes fesses, sauf qu'il y avait toutes les fenêtres ouvertes, donc j'ai couru jusqu'ici. Enfin bref, on est dans un truc où je suis pas très pudique. En même temps, je suis d'origine néerlandaise, hein. Oui, c'est vrai. Il y a un moment où ils sont très camping nudistes. C'est vrai que les pays nordiques sont assez à l'aise. Ouais, exactement. À l'aise là-dessus, ouais. Après, est-ce que je suis à l'aise avec mon corps pour autant? Non. Mais dans certains, voilà, en fait, je pense que c'est que j'ai pas,
je me pose pas la question, quoi. Naturellement, j'ai ce côté comme les enfants, quoi, où je dis les choses sans filtre et où je vais pas réfléchir à ça, quoi. Okay. Dans ces moments-là où où il m'arrive des petites anecdotes un peu croustillantes, quoi. Ouais, parce que là, je me disais, bon, vu ce que j'ai vu de ton appartement pour l'instant, en termes de vis-à-vis, ça va. Oui. Il n'y a pas grand monde qui peut vraiment... Ouais, c'est plutôt moi qui ai vu sur le McDo, qui est mon vice principal. Mais non, franchement, ça va. Et voilà, et je suis pas non plus exhibitionniste, mais en tout cas, voilà, je suis chez moi et j'ai pas envie de me sentir... Puis sinon, je pense que t'as peur après de te sentir épié si j'y pense tout le temps. Enfin, t'es pas... Je sais pas, t'es peut-être dans une démarche où même chez toi, tu te... Ouais, non. Et t'as jamais... Je parle fort en plus, ça, je m'en rends pas compte, mais ouais, je suis pas... Si tu as vécu en coloc où t'aurais pu être un peu plus... Bah, en fait, j'ai vécu juste avec une amie proche, et qui, elle, était assez nature aussi. J'ai une sœur qui a 2 ans de moins, et je vais pas attendre qu'elle sorte de la salle de bain pour aller me préparer. Non, il y a ce truc où... Non, c'est... Non, mais par contre je respecte, hein, ça, je vais pas me mettre à poil devant quelqu'un. T'imposes pas s'il y a une personne. Ah bah non, il y a des par contre je vais être pudique par gêne, enfin mais pas par rapport à moi, mais par rapport à l'autre. J'ai pas envie parfois de lui imposer certaines conversations ou ma nudité, quoi. Je vois. Selon toi, quelle découverte pourrait changer le cours de l'humanité ? Un traitement pour l'endométriose. Non, il y a oh là là, juste une découverte qui nous permettrait de faire en sorte que le monde n'explose pas, mais est-ce que ce serait pas un peu trop tard? Ou alors que les gens ne s'entretuent pas, ou que personne soit dans la rue. Beaucoup de choses. Ça, la solution, on l'a, hein, c'est juste qu'on peut pas l'appliquer. Oui, mais... effectivement. Donc, peut-être que la solution, ce serait que les personnes qui ont réellement le pouvoir de changer les choses soient pas si cons. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Est-ce qu'ils sont si cons ou surtout intéressés par leurs intérêts Oui, mais pour moi, il y a plusieurs intelligences et tu peux être con parce que justement, t'as pas les bons combats, quoi. Par manque d'empathie et de... Ouais, exactement. D'intelligence émotionnelle, d'engagement. Donc, je sais pas si c'est une découverte en soi, mais ouais, ce serait pas mal. Ok. Ouais, je réponds peut-être pas à la question. Hein. Pas de... Ouais. Votre traitement, alors, c'est une découverte. Ça marche. Ou la guillotine laser. J'y avais pas pensé, tu vois, bizarrement. Qui pourrait, à tes yeux, t'incarner au cinéma ? Oula. Ça, c'est dur. Parce que t'as l'impression un peu de te jeter des fleurs. Enfin, t'as pas envie de te dire... Mais du coup, j'ai le droit, là. Bah oui. Scarlett Johansson, franchement. Non, non, du tout. Sans prétention aucune, un petit Jonathan Cohen, parce que on a l'humour, quoi, l'autodérision, voilà. Je dis pas que je suis drôle pour tout le monde, je dis que j'adore l'humour. Et l'humour lourd. Ça fait 6 ans que tu fais la même blague. je suis pas sûre de te les faire, parce que tu vas avoir honte de le diffuser, mais clairement, oui. Ok. Ça marche. Ouais, je suis très très lourde. Souvent, on me dit, tu me l'as déjà raconté beaucoup de fois. Ok. Beaucoup de fois. Et si tu veux que je t'en raconte une, n'hésite pas. D'accord. Bah vas-y, raconte-en une. Yes. Moi, c'est la première fois, donc ça pourra me faire rire. C'est comme ça que j'ai mis mon mec dans la poche. Ok. Non, en lui racontant... Non, j'espère que tu vas rire. Ou alors fais semblant un peu comme à la radio. Tu sais, quand parfois, il faut encourager les autres. Sinon, on fait un bide. T'es en train de me dire, fais comme Laurent Ruquier, je le prends pas très bien. Fais ce que je dis, quoi. Ouais. Non, écoute, j'étais invitée à une soirée par une amie. Une amie m'a ramenée à une soirée chez un mec qui s'appelait Michelin. C'était le descendant Michelin. Et ce qui est pas très drôle, c'est qu'il a perdu ses 2 parents, ce que je ne savais pas avant de faire des blagues. J'ai passé la soirée... du coup, je passe une très bonne soirée. Et puis, quelques semaines après, je lui dis, tu fais quoi ce soir ? Elle me dit, écoute, je retourne chez Michelin. Je lui dis, ah, génial, est-ce que je peux revenir ? J'ai kiffé et tout. Et elle me dit, écoute, Anaïs, je suis un peu mal à l'aise de te dire ça, mais si tu viens, il y a une condition, c'est que tu fasses aucune blague. Ok. Et je lui dis, mais je comprends pas. Moi, j'ai passé une super soirée, encore une fois, voilà. Et elle me dit, Anna, tu te rends pas compte, pendant toute la soirée, tu lui as fait des blagues d'une lourdeur, mais de l'enfer, du style, ça roule, allez, passe la seconde, t'es pas trop crevé, des trucs comme ça. Tiens, file-moi un peu de jus, un peu d'essence pour me servir, voilà. Ouais. Donc la lourdeur, mais moi, ça me fait extrêmement rire. Si ce n'est que pour moi c'était un peu le quotidien, voilà. Et donc en fait j'ai préféré ne pas retourner à cette soirée parce que je savais que ça allait me démanger et que ça allait pas être possible.
Et il m'arrive souvent de faire ce genre de choses. Je tiens de mon père pour ça, qui est un clown, le plus grand clown que je connaisse, à part un ami que j'ai perdu dernièrement, à qui je rends hommage aujourd'hui, qui a un humour, mais voilà. Et donc, voilà. Ouais. Donc, ok. Un bon gros lourd, quoi, en tout cas. Donc, ouais, Jonathan Désolé, Cohen. Jonathan, si tu nous écoutes, tu es un bon gros lourd. Je sais et pas. Un mec, bizarrement. Souvent, les ouais, mecs osent plus être lourds, je pense. Oui, bien sûr. Ouais. Mais je sais pas si je le recevrai un jour dans Aléatoire, je le ressortirai cet extrait. J'aimerais. Alors, si tu pouvais garder jusqu'à 90 ans le corps ou l'esprit de tes 30 ans, que choisirais-tu ? Ah, le corps ou l'esprit ? L'esprit. Ça me fait chier de maigrir. Waouh, lapsus aussi. Ça me fait chier de vieillir, de devoir changer. C'est pas facile. Mais clairement, l'esprit. Pour moi, l'âge n'a pas beaucoup d'importance. Et j'ai de la chance d'avoir des grands-parents qui me le prouvent. Et des parents qui me le prouvent, qui sont encore très jeunes dans leur tête. Mon père qui joue à la PlayStation, ils font la teuf, ils sont géniaux. Et moi, ça me fait moins peur de vieillir côté esprit grâce à ça. Ouais, mais du coup, t'as des preuves qu'on peut conserver un esprit jeune jusqu'à assez tard. Ouais. Donc, tu choisis quand même de conserver l'esprit. Ah oui. Ah pardon, j'ai peut-être pas été claire. Non, l'esprit total. Je veux conserver l'esprit. Pas le corps. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que je pense que c'est pas évident de changer de corps, de vieillir physiquement. Mais alors, oui, après, je parle que de l'apparence, en fait, là. Mais alors, la santé, garder de l'esprit sain et j'en connais, j'en sais quelque chose. Est-ce que tu peux avoir un esprit en ayant gardé le même esprit en vieillissant du côté santé, là, c'est encore autre chose. Et on dit souvent, quand on est santé, on a tout. Donc, waouh. Je dirais que l'esprit me vient spontanément. Ouais. Et peut-être aussi que quand tu gardes un esprit jeune, t'es moins... Il y a un lien quand même corps-esprit. Donc, oui, bien sûr, ouais. Pour moi, en tout cas. Donc, peut-être que... Puis moi, j'ai une maladie. Donc, en fait, ça m'a permis de faire tellement d'ajustements et de tellement évoluer que peut-être que, du coup, j'ai conscience aussi que mon corps a des limites et qu'il faut que je l'écoute, que je le respecte. Et peut-être que, du coup, je serais moi, peut-être tombée malade. Ce serait facile si c'était aussi facile. Alors, celle-ci, elle est... Dans ce contexte, elle est un peu étrange. Donc je vais la poser, mais je ne la compterai pas. Parce que c'est si tu pouvais exercer ton art sans être connu, le ferais-tu ? Bah oui, je le fais. Est-ce qu'on dirait que c'est de l'art, là, ce qu'on fait ? Si, pour moi, c'est un côté artistique, quand même. On a des idées et on les concrétise. Bah, c'est créatif. Oui. Tu vois, est-ce que c'est artistique ? Qu'est-ce que l'art, finalement ? Qu'est-ce que l'art ? Écrire une chronique, c'est comme un jeu d'acteur aussi, l'incarner. Oui, ouais, mais je sais pas, j'arrive pas à voir ça. Et pourtant, je fais beaucoup de radio, j'adore ça. Et c'est peut-être parce qu'à côté de ça, j'ai une pratique artistique, que je considère artistique, qui est assez développée. Enfin, je fais de la musique, donc peut-être que j'arrive pas. Mais il y a une, pour moi, pour le coup, je ne qualifierais jamais aléatoire d'art. Non, t'as raison. Et ce que je fais dans aléatoire, comme un art, quoi. Donc peut-être le chant que j'aurais adoré faire et sans être connu, peut-être oui, sans être connu, que j'ai déjà fait et qu'on m'encourage souvent à refaire et en fait je fais pas. Mais sans être, bref, imaginons que j'ai un art sans être connu. Bah oui, alors quand je disais que c'était peut-être similaire à ce qu'on fait là, c'est qu'on parlait tout à l'heure du fait d'avoir d'écrire ou de faire un podcast sans forcément être connu. On disait que l'important c'était d'être lu et écouté, mais que c'était ok si ça devenait pas le podcast de l'année. Déjà, si tu lances un projet en ayant un enjeu tel que ça, quand déjà tu vois un enjeu dans tout, en tout cas je parle pour moi, ça peut vite te bloquer, tu vas vouloir avoir un truc parfait pour le sortir et du coup tu le feras jamais. Donc oui, quand même, je pense que je le ferai, mais que c'est sûr que c'est plus agréable de savoir que ton projet plaît au plus grand nombre. Oui. Que ça soit de l'art ou ta passion, voilà. Alors, est-ce que tu sais bien mentir et le fais-tu souvent ? Non, je sais pas bien mentir du tout. Je suis hyper expressive. On me dit souvent qu'on lit en moi comme un livre ouvert. Donc super. La nana hyper mystérieuse. Quand t'es pas pudique et tout, tu sais pas mentir. Non, je sais pas du tout mentir. Et puis il y a eu mon éducation, c'est le mensonge. C'était vraiment le truc faut pas mentir. Puis j'avais tendance même à trop dire, quoi. Pas avoir mon jardin secret. Okay. Je pense que c'est plutôt le contraire et que, alors pas mentir, mais avoir, alors, mon arrière-grand-mère disait toujours,
Donc française, cette fois que j'ai connue aussi, beaucoup de chance. Elle disait toujours un mensonge qui ne fait pas de mal, c'est un demi-mensonge. Du style, t'as pas envie de blesser quelqu'un, tu vas pas à son anniv, tu dis que t'es malade. Je pense que c'est une connerie parce que les choses finissent toujours par savoir et que c'est déjà arrivé à mes parents de dire qu'ils étaient malades. En fait, ils allaient à un autre dîner, ils ont croisé leurs autres potes. Aïe, 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 ils s'en sont voulus. En plus, c'est pas du tout leur style et je pense que voilà, c'était complexe. Après, moi, je dis les choses. Je suis malade. Okay. Souvent, on l'accepte pas d'ailleurs, mais dans endométriose, il y a tri. Aller. Donc du coup, dans ce cas-là, je sais que ce ne sont pas des amis qui vont. Oh. Il faut être compréhensif, surtout avec tes potes, si tu commences à te mettre de la pression. Ouais, carrément, ouais. Suffit, quoi. Non, du coup, je mens pas. Okay. Je mens pas. Après, on ment tous un peu, hein, mais évidemment. C'est pas un trait de caractère. T'as 10 minutes de retard, tu dis ouais, c'était bouché, alors que non, c'est juste que t'es parti 10 minutes en retard de chez toi. Ah oui, ça par contre, ouais, parfois je dis je suis en route, c'est le fameux je suis en route et en fait je me lève les dents, mais bon, je pense qu'on va s'en remettre, quoi. Alors, selon toi, quel est le pire fashion faux pas ? Bah, franchement, je sais pas si on a un pire parce que j'adore le fait que je trouve que c'est pas assez le cas en France. Et même moi, pour le coup, j'ose pas toujours tenter des trucs. Je trouve ça dommage qu'il y ait des fashion faux pas. Enfin, chacun devrait pouvoir s'habiller comme il veut. Ça fait partie de montrer aussi. C'est un pan de ta personnalité, la manière dont tu te présentes au monde. Peut-être Lady Gaga quand elle a mis une robe avec des bouts de viande. Une robe en viande. Mais c'est peut-être limite un éthique faux pas, quoi. Enfin, oui. Flemme. Ouais. Oui, je mange de la viande. Après, tu nous vantes les mérites de McDo depuis le début. C'est ça. Donc, non, mais voilà, exactement. Mais de là à en faire un... Tu vois, c'est pour te dire que même en mangeant de la viande, ça m'a choqué. Voilà. Okay, ouais. De là à en faire un outfit. Je vois, ouais. Ouais, après, je sais pas, il y a peut-être... Enfin... Je pense qu'il y a des fashion faux pas... Non, je sais pas où je vais. Non, mais on a tous des trucs où on se dit c'est chaud, tu vois. Ouais. Je sais pas, la coupe mulet ou des trucs où je me dis c'est pas très joli. Mais je trouve ça cool que le mec il se fasse une coupe mulet s'il a envie. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Du coup, peut-être un fashion faux pas pour moi. Mais souvent, quand on me dit est-ce que t'aimes bien ça, je dis moi je le porterai pas, mais si la personne kiffe, ouais. Ah ouais, c'est ça. Même les Crocs, au bout d'un moment, t'envoyais avec des petits bonhommes et tout. Ouais. Puis bon, je suis néerlandaise, encore une fois. Oui, c'est vrai que... Et je trouvais ça rigolo, tu vois. En plus, il paraît que c'était bien dedans. Si les gens sont à l'aise. Je dois avouer que oui, effectivement, t'es assez confort dans des Crocs. Je ne sortirai jamais de chez moi avec des Crocs, mais je vole assez souvent celle de mon coloc pour... Ouais. Non, j'en ai pas. Je vole celle de mon coloc pour traîner à la maison, et c'est vrai que c'est assez confort. Mais après, pour le coup, les Crocs, c'est vraiment devenu un truc de mode là maintenant. Bah, c'est ça. Même les Birkenstock, il y a 3 ans, je dirais c'est horrible. Et puis là, j'ai mis le pied dedans, j'ai fait wow. Et puis c'est devenu à la mode, donc forcément, inconsciemment, c'est vrai que je pense qu'on est tous drivés par ça, enfin très nombreux. Et du coup, oui, je peux pas dire que je vois pas que je vois pas de fashion faux pas, mais je trouve que ce serait bien, tu sais, d'arriver. C'est comme on pourrait dire que avoir des poils sous les bras quand t'es une femme, c'est un fashion faux pas, tu vois, limite, parce que ça devient un truc à la mode. Ouais. Et en fait, même parfois, moi, je vois une nana avec les jambes poilues et je dis oh là là, peut-être que, enfin, plus maintenant, mais avant, je me serais dit c'est bizarre et tout. Et en fait, inconsciemment, je pense que on est aussi vachement brimé par ce qu'on a tendance à voir sur les réseaux ou même dans la rue sans arrêt. Du coup, on peut être choqué au premier abord, mais j'aimerais bien en tout cas changer ça et me dire qu'il n'y en a aucun, quoi. Ouais, après, tu vois, pour le coup, pour ce qui est effectivement la mode des poils, si une telle chose existe, je trouve est ancrée dans une démarche militante. Moi, j'aurais tendance à justement juger les personnes qui considèrent ça comme des fashion faux pas. Ouais, mais le fait, tu vois, par exemple, que des trucs comme les Crocs deviennent la mode, je trouve que c'est un peu une tendance, Samir Hamad en parlait assez bien, c'est un peu la tendance à trouver le mauvais goût cool et être ironique, tu vois, l'ironie constante et en mode les gens blindés qui se disent allez, on va aller porter des chaussures de prolo parce que c'est cool, les Crocs. Ouais, je suis d'accord. Même le truc un peu normcore. Ouais, voilà, le fashion faux pas réside peut-être plus dans la démarche que dans la pièce. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et en même temps, est-ce que tout le monde n'aurait pas le droit de porter ce qu'ils veulent ? Tu vois. Oui, après, je vais pas aller. Mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Non, mais c'est un vaste sujet finalement. Ça veut dire plein de choses sociétalement parlant. La mode toujours. Toujours. Si tu pouvais passer un jour dans la peau d'une autre personne, qui choisirais-tu ? Léa Salamé. Je suis pas du tout d'accord avec tout ce qu'elle fait. Elle rencontre des personnes. C'est une nana qui.
c'est marrant, il y a plein de trucs qui me gênent et d'autres que j'adore. Et pour autant, je l'admire énormément. Enfin, c'est une journaliste qui a complètement réussi. En fait, ce qui m'énerve chez elle, c'est aussi ce que j'aime le plus. C'est sa franchise. Le fait elle peut être très cassante, mais en fait, elle ose. Tu vois, moi, par exemple, le travail que j'ai à faire dans les interviews, je suis vraiment surempathique, mais en mode trop bonne, trop conne, hein. Je suis pas en train de dire que je suis Mère Teresa et que c'est super. Je suis en train de dire que très facilement, je vais avoir tendance je fais une interview, je sens que la personne, alors je vais pas creuser un truc qu'il a pas envie de dire, c'est ce qu'on se disait au début d'interview. Par contre, parfois, je vais pas avoir tous les éléments, je vais avoir peur de la saouler. Ouais. Alors ou alors de lui dire, mais attends, pourtant tu viens de me dire ça, je comprends pas. Et elle va être là, ah bah non, vous me dites ça, mais pourtant vous avez fait ça il y a un mois, je comprends pas. Mais c'est juste pour Ça dépend des invités, hein. Oui, peut-être, mais j'ai senti quand je l'ai dit que, je sais pas pourquoi, t'as pas fait une tête particulière, mais j'ai senti que t'étais pas forcément dans le même... Dire à Carlos Ghosn, pour les enfants français, vous êtes celui qui s'est enfui dans une valise. Bon, je t'ai mort, en fait, pose-lui des questions sur l'argent qu'il a détourné, en fait. Oui, non, mais il y a clairement un truc politique, enfin, je veux dire... forcément, et c'est ça qui peut me gêner aussi. Mais en tout cas, juste dans la manière d'interviewer, plus sur la forme, quand elle ose le faire, elle le fait vraiment. Et j'aime cette franchise. Et je pense que j'ai trop peur, moi, de déranger pour oser encore le faire. Et du coup, parfois, je survole encore un peu trop les choses. J'ai peur de faire répéter. J'ai peur de redemander des infos, de saouler la personne, qu'elle croit que j'ai pas vraiment écouté, alors qu'en fait, c'est une écoute active qui est fatigante, l'interview. Sûr, et du coup, parfois, tu peux pas tout enregistrer, t'es pas un ordinateur. Donc voilà. Ok. Très bien. Mais j'aimerais bien voir ce que ça fait quand même. Donc plutôt Léa Salamé, matinale de France Inter, ou c'est quoi sa nouvelle émission sur France 2? C'est ce soir? J'ai un problème avec les noms. Ouais, oui. Genre, ouais. J'ai un problème avec les noms d'émissions, de personnalités. Enfin bref, c'est un comble pour mon métier. Je sais pas. Ok. Les deux. Allez, la journée de 5h du mat à minuit. Allez. Tu serais prête à te relever à 5h du matin si c'était pour être dans la peau de Léa Salamé? C'est ce que j'allais dire. Un jour. T'as dit un jour. Hein. En plus, je pense qu'elle a pas de vie et moi, je suis vraiment en recherche d'équilibre. Ouais. Donc, ouais. Quelle est la fois où tu t'es le plus trompé à propos de quelqu'un? Alors là, tu sais quoi? Je me suis tellement trompée. Et ça fait partie de ce qu'on vient de dire, où j'ai tendance à avoir très vite confiance et à me livrer très vite. Je pense quand je suis sortie avec un pervers narcissique. Ok. Parce que c'est le principe. Oui. Ouais, ça. Okay. Peut-être pas envie de développer pour le coup. Ça marche. Mais par contre, c'était une super chose. Pas sur le moment, mais je pense que ça m'a bien vaccinée. Je dis pas que je me ferai plus jamais avoir. Mais je pense que c'est plutôt cool d'avoir ça... quand t'es jeune, que d'avoir ça quand t'as des enfants et ou quand t'as pas encore fait du taf sur toi et que ça peut durer des années. Moi, au bout d'un mois, je me suis un peu dit, c'est où ça dure des années. Okay. Et quand j'ai arrêté, il m'a dit justement, tu sais, t'as raison, ça aurait pu durer des années comme ça. Le mec était un peu... Ouais. Il y a du taf. Je vois donc le voilà. En fait, maintenant, c'est son problème, donc ça sert à rien de... d'épiloguer. C'est exact. Si tu devais te décrire en 5 mots. Pardon, ce n'est pas un mot. C'est vrai que j'aurais pu dire. C'est vrai qu'on pourrait transformer là. En bruit. En 5 bruits, ouais. le ronflement de mon chat. Ça va d'ailleurs, tu l'entends pas trop? Pas du tout. Ok, super. Dynamique. Enfin, non, plutôt hyperactive. Ok. Déterminée. C'est pas forcément des adjectifs, hein, c'est 5 mots. Ah oui, c'est pas mal ça. En fait, ça peut paraître très présomptueux de ma part, mais on me dit souvent que je suis un peu comme un soleil. Okay. Parce que quand j'arrive, je suis très souriante, je suis pas du tout le temps de bonne humeur, mais en tout cas, le fait de voir des gens, ça me met de bonne humeur. Mais aussi, ça brûle. Parfois, je prends trop de place, je suis très intense. Tu répètes 15 fois ça roule à quelqu'un qui s'appelle Michelin. Ça t'a quand même fait marrer, je suis contente. Et puis l'endométriose, je le vois, tu vois, comme un soleil aussi, parce que ça m'a permis de changer tellement de choses très positives, et en même temps, ça brûle beaucoup. Donc, hyper active, déterminée quand même. Déterminée, ouais. Soleil. Donc, voilà, soleil. La nana, je suis un soleil. Je réfléchis, parce que c'est... Au pire, tu couperas mon hésitation. Je sais pas,
Ouais, c'est dur de penser autrement qu'un objectif, que par un adjectif, donc je vais en dire un. Vas-y, oui, non mais... Très très sensible. J'ai pas envie de ressortir le mot valise hypersensible, même si on m'a pour le coup vraiment diagnostiqué TDAH, trouble de l'attention, d'hyperactivité, donc c'est assez lié. Mais c'est vrai que voilà, j'ai beaucoup de... Enfin, en fait, En fait, et puis le dernier mot, ce sera épicurienne, c'est lié. Okay. J'aime la vie, en fait, et même quand j'ai fait pas mal de dépressions, dont une très sérieuse. Et globalement, j'ai toujours su que je m'en sortirais, à part peut-être une ou deux fois dans cette dernière dépression. Et j'aime la vie, même dans ces moments les plus noirs. Ok. Et j'ai une forte sensibilité. Donc... Ah, je sais. Vas-y. Comment on dit là, les vagues. Les vagues. En plus, j'adore l'eau. C'est un truc qui m'apaise énormément. Les ondes, les vagues ou le roller coaster, quoi. Tu vois Ah, les montagnes russes. Je suis une montagne russe ambulante. Ok, d'accord. Et puis un jour, j'ai énormément de motivation et donc je peux faire le taf de 2 jours et puis le lendemain, j'arrive rien à faire. Enfin, dans mon énergie, ouais, la vague aussi, c'est pas mal. Ouais. Okay. Quoique je me laisse pas tant porter par la vague. Donc, pour l'instant, on est plus dans une montagne russe. Et puis en plus, si on rentre... Alors, t'as sous-entendu que t'étais pas très scientifique, oui. Mais dans une vague, en fait, la molécule d'eau, elle reste toujours au même endroit. Elle ne bouge pas. Ouais, d'accord. Je savais pas du tout ça. C'est pas de l'eau qui se déplace. C'est de l'eau qui est en mouvement, mais c'est pas de l'eau qui se déplace, une vague. Ouais. Enfin, ça, c'est ce qu'on t'apprend en terminale. Oui. En terminale S. Et ensuite, je pense que tu fais des études de physique et on dit, ouais, alors c'est pas exactement comme ça parce que s'il y a quand même du mouvement, il y a quand même des déplacements. Mais en vrai, oui, une onde, globalement, c'est un point qui va de haut en bas, mais qui va pas de gauche à droite. Ok. Donc, toi, t'as fait des études de physique, chimie? Non, j'ai fait S. Parce que dans ma famille, c'est pas que j'avais pas le droit de faire d'autres études, c'est qu'on l'envisageait pas. C'est que tu sors de S, tu peux tout faire. Donc oui, voilà, comme moi avec ES, quoi. Enfin, autant faire S. Pareil. Par exemple, ma grande sœur est médecin, donc elle a fait S. Moi, j'ai absolument rien fait de scientifique suite à S, mais je suis quand même parti en S. Et ma petite sœur, pareil, maintenant, elle travaille pour la ville de Paris sur les préventions des conduites à risque. Et mais on a tous les trois fait S parce que on fait S, quoi. Et peut-être cette idée aussi, ma mère est prof, que les meilleurs élèves font S, donc on fait S. Elle est prof de quoi? Français. D'accord. C'est marrant. Mais elle a toujours... Comme quoi, on est plein de contradictions. Mais à côté de ça, ma mère a toujours dit, les meilleurs élèves que j'ai eus, c'était pas des L, c'était des S. C'est marrant, même en français. Mais j'étais clairement un littéraire perdu en ouais, S. C'était pas ta vocation non plus. C'était pas du tout ma vocation. Hey, j'aime bien les maths. J'aime bien les maths quand je comprends et j'aime beaucoup faire du calcul mental. C'est vraiment un truc qui m'éclate. Mais à côté de ça, je suis pas non plus... je suis littéraire, mais j'ai un esprit qui est quand même très ordonné et en même temps très bordélique. Enfin, c'est un peu. Mais voilà. Enfin, j'avais pas grand chose à faire en S. Et ce que j'ai fait de ma vie, j'aurais pu le faire en sortant de L ou en sortant de S. Okay. En fait, oui. Vraiment, il y avait. Parce que pour le coup, c'était ta vocation et. Je sais pas si j'ai vraiment une vocation, moi. Je pense quand même. Mais tu vois, même, je crois qu'en rentrant au lycée. C'était globalement établi que j'avais envie de faire du droit, du moins qu'on m'avait suggéré que j'avais envie de faire du droit, et que j'allais faire du droit en sortant de terminale, mais quand même, il n'y avait pas d'autre option que S. Alors que fou, hein. S pour faire du droit, ça sert à rien. Enfin, c'est comme quoi on a tous été vachement influencés, enfin, c'est quand même tellement courant. Mais oui, non, pour conclure, j'ai fait S, mais je crois que j'ai eu 5 ou 6 au bac de physique. Donc, mais je me souviens quand même que une vague, c'est pas un truc qui se déplace de la gauche vers la droite, mais c'est un truc qui se... Après, le bac, si je peux me permettre, moi, j'ai eu 8 en philo, alors que c'était ma meilleure note toute l'année, et puis après, une 17 en maths, enfin, tu te dis... Okay. Ouais. Bon, après, le maths de S, c'était pas non plus... Quel est l'objet le plus ancien que tu possèdes? Écoute... tu vois, je dirais que c'est un chapelet de mon arrière-grand-mère qui était hyper croyante, qui était catholique, chrétienne, je sais jamais ce qui prône. Elle est hollandaise Non, française. Ah, la française. Non, mais ma famille du côté néerlandais est athée. Voilà, et donc du coup, j'étais très proche de mon arrière-grand-mère. J'étais quand j'étais petite, j'étais hyper croyante, mais en fait, pareil aussi...
un peu par habitude, on m'a foutu dans un collège-lycée catho. Pour moi, c'était compliqué. C'est pour ça qu'après, je suis vite allée à la fac et que j'ai... Wow. Et en fait, tu vois, même mes parents, ils le sont plus du tout. En fait, bref, ça les regarde, mais en fait, on n'a pas du tout une culture familiale de ça. Mais c'était plus un peu un truc qui se faisait autour de là où j'ai grandi. Et du coup, elle m'avait donné un chapelet qui est un peu un porte-bonheur pour moi, qui est toujours à côté de moi, mais pour autant, je crois pas, mais je crois en un truc, et pour moi, c'est une manière de la garder présente. Ok. Il est très joli. J'aimerais le mettre en bijou. Parfois, ça fait un peu rock'n'roll. Mais bon, ça se fait pas trop, je pense. Enfin, je sais pas. Je dirais pas que ça se fait pas, mais ça reste un objet qui pourrait le représenter quelque chose de concret dans la religion. Donc, je me dis... Je vois pas trop le... Ouais, si. Oui, si. Il y a un lien entre christianisme et rock'n'roll, mais... Non, mais plus, on voit souvent des mecs avec des croix... Enfin, tu sais, le collier un peu long, croix, un peu chapelet. Enfin, je sais pas, c'est ouais, mais c'est la des vision poseurs. que j'ai. Ouais. C'est exact. It's a rap. Pleures-tu facilement? Oui. Voilà. Allez, je te laisse. On développe Non, pas. si. Je suis encore une fois, je suis très sensible. Alors oui et non, en fait, j'ai toujours pleuré facilement, mais pas depuis que je prends, et ça pour moi, c'est pas un tabou, donc je le dis, parce qu'on n'en parle pas assez. Depuis que je prends des antidépresseurs depuis 1 an, je suis plus coupée de mes émotions. Ok. Et ça, c'est un peu chiant, parce que quand j'ai perdu ce fameux ami, j'ai pleuré jusqu'à l'enterrement, donc pendant une petite semaine. Puis là, depuis, parfois, tu sais, je sens qu'il y a un truc à sortir, mais je peux pas. Et on voit souvent les pleurs comme quelque chose de négatif. Et en fait, après, t'es bien, t'es détente. Ouais. Voilà, donc parfois, j'aimerais pleurer, même sans raison, tu vois, quand je suis stressée ou quoi, mais je pleure pas. Mais bon, je préfère ça que quand je pleurais tous les matins. Je comprends. Mais oui, je crois que c'est avec Camille Laurent qu'on parle du fait que pleurer, ça lave. Ouais, genre, c'est ça, complet. Et tu es genre, mais ouais, donc tu pleures selon la situation, tu pleures facilement devant les films aussi? Plus maintenant, du coup. Maintenant, ouais. Tu vois, mais je suis quand même, avant, oui. Avant, oui. Okay. Ouais. Si tu pouvais parler à la personne que tu étais il y a 10 ans, que lui dirais-tu? Que ça va aller. Ça va aller. Non, ouais, que ça va aller et que... En fait, là, je me livre sur tout. Hein. Vas-y, hein. Et je pense que c'est que comme ça qu'on avancera aussi et que tous ces tabous qui sont surtout forts en France, voilà. Mais j'ai été harcelée petite à l'école pendant des années et du coup, je m'aimais pas et vraiment pas. Je me voyais comme les autres me percevaient à l'école. Les enfants, ils peuvent être très très méchants, mais je l'apprends à personne, c'est quand même très courant. Et donc, jusqu'à récemment, quand je suis retombée sur des photos de petites, du coup, il y en a pas mal dans l'appart, surtout avec ma sœur, je me suis dit, mais en fait, j'étais mignonne, et on me raconte que j'étais assez rigolote, que je voulais tout le temps faire plein de trucs, que j'étais... C'est ma mère qui me dit pour la première fois que j'étais solaire, quoi, et que quand j'étais pas là, il manquait ce petit truc. Et pour autant, je prenais aussi beaucoup de place et d'énergie à mes parents et mes frères et sœurs. Mais du coup, il y a 10 ans, je me serais dit... J'avais quel âge il y a 10 ans? 18 ans, donc tu vois, l'âge où tu te construis aussi pas mal par rapport aussi à ce que tu as vécu, et je me serais dit, un jour, tu auras ce dont tu rêves au fond de toi, mais que tu penses que tu mérites pas avoir. Et tout ce que tu vis va aussi te forger de ouf, quoi. T'entends la musique des voisins ou ça? Non. Ok. Décidément. Décidément. Dans 100 ans, qu'aimerais-tu que les gens retiennent de toi? Non, mais attends, il y a beaucoup de choses sur dans 100 ans. Je vais peut-être vivre jusqu'à 100 ans. Hein. Il y a eu 90, 100. J'ai dit 100 avant ces questions-là. Waouh. Qu'on retienne de moi. Alors, je reparle encore de mon ami, donc Bruno. L'humour et le partage. L'humour et le partage. D'ailleurs, pour moi, ça va ensemble. L'humour, c'est une forme de partage. Et lui, il partageait beaucoup. Il aimait vachement aider. Ça peut être une forme de partage. Oui, ça peut être une forme... Alors, pour lui, c'était une manière de se lier aux autres et de parler de sujets compliqués, mais avec humour. Ouais. Comme mon père, d'ailleurs. Et moi, je suis pas mal comme ça, même si je peux avoir des conversations sérieuses et voilà. Mais même, tu vois, sur l'endo et tout, quand j'en parle, ça peut être vachement rigolo aussi, enfin, en tout cas léger. Et c'est comme ça, je pense qu'on peut passer des messages aussi. Voilà. Et le partage, parce que j'aime bien aider les autres.
Encore une fois, je suis pas Mère Teresa, mais et limite trop en fait. Parfois, j'arrive pas quand quelqu'un de proche me confie un problème, ce qui arrive beaucoup en ce moment et c'est trop. Je m'en rends compte. C'est comme si ça devenait mon problème et que c'était à moi de trouver des solutions. Et du coup, j'aimerais que ça soit un partage qui soit sain. Sain. Ouais, ce serait ça. Ok. Plus l'être que le faire. Tu vois, ce que j'ai pu vivre plutôt que ce que j'ai pu faire dans mon travail et tout. Et toute évidence, mon travail, c'est le partage et qui passe souvent par l'humour. Donc, en soi, on s'y retrouve. Ça boucle. C'est ça, la boucle est bouclée. Y a-t-il quelqu'un que tu sais imiter ? Mon chien. C'est quelqu'un ou pas ? Franchement, je suis hyper nulle en imitation. Ouais. Non, c'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un. Le chien, non, ça compte pas. On est. Ouais, non. Ou alors peut-être un peu physiquement, mais pas dans la voix, et donc ça va pas être très intéressant pour les auditeurs. Non, franchement, je suis pas ouf sur ça. Une bonne imitatrice. As-tu déjà rencontré des personnes vénales ? Ah oui, bien sûr. Mais je vais peut-être pas faire du name dropping. Non, tu peux faire comme je fais souvent sur ce podcast, c'est-à-dire dire des choses pour que les gens qui savent qui c'est savent qui c'est, et les gens qui voient pas qui c'est peuvent pas retrouver qui c'est. Donc vénal, je sais pas, mais non, c'est une question à laquelle j'ai pas envie de répondre. Ok. Je passe. Ça marche. Parce que du coup, ça implique d'autres personnes et j'ai Ok. pas envie. Mais on en a tous autour de nous, je pense que ça fait partie aussi de la culture, de la productivité, de réussir. Réussir, c'est quoi ? Est-ce que c'est gagner de l'argent ? Enfin, tu vois. J'en parlais dans un épisode que j'ai enregistré à un moment, mais qui est pas encore sorti au moment où on parle et qui est le prochain à sortir, où je me suis rendu compte que quand on parle de personnes vénales, l'imaginaire collectif nous fait automatiquement penser à plutôt des femmes, en fait. C'est plutôt les femmes qu'on a accusées qu'on a accusé d'être vénales et tout. Et je me suis rendu compte quand la question est tombée que j'ai bossé pour un podcast sur l'investissement personnel et tout, dans mon précédent taf, et j'étais en mode mais putain, en fait c'est eux les personnes vénales, les personnes dont la passion c'est leur thune, et qu'est-ce qu'ils vont faire de leur thune, et comment ils vont placer leur thune, et comment ils vont faire en sorte d'avoir de plus en plus de thunes. C'est ça les vraies personnes vénales, et c'est quasiment que des mecs. Tu vois, toutes les chaînes YouTube qui te disent ouais, faut investir comme ça en crypto, mais gros, t'es l'incarnation de la vénalité, quoi. Laisse la meuf qui est en train d'essayer de se choper un resto et un ciné gratuit, enfin un ciné offert, avec un mec qui en plus de ça ne la voit que comme un objet sexuel, donc oui, ou limite elle est aussi victime d'un truc sociétal, quoi. Voilà. Bon, après ça dépend. Je pense que c'est vraiment du cas par cas, qu'il y a des gens qui sont passionnés. Tu vois, par exemple, mon grand-père, je le considère pas du tout, donc maternel, comme quelqu'un de vénal, mais c'est quelqu'un qui part de très très loin, qui a toujours eu ce côté commercial et qui est passionné, mais vraiment passionné par l'économie, et c'est trop marrant, il passe des heures sur YouTube, et c'est lui qui m'expliquait tous mes cours d'économie, mais heureusement qu'il était là, parce que je captais rien, et pour lui c'est comme un jeu, tu vois, quand on parlait de maths, et c'est plus une passion, en fait, ça l'intéresse, et je trouve ça génial, parce qu'il travaille plus, et pour lui c'est vraiment un truc qui le... Et pour autant, il est pas vénal. Lui, il est plus... Et du coup, j'allais te dire qu'on peut quand même parler du rapport à l'argent. Dans ma famille, il y a toujours eu ce truc de... faut avoir de côté, mais c'est vraiment l'aspect sécurité. C'est vraiment l'aspect sécurité. Et où du coup, moi, souvent j'ai du mal... Je sous-pèse beaucoup les dépenses et tout. Et c'est pas par radinerie, c'est que je me dis toujours, on sait jamais, et j'ai vraiment envie de me détacher de ça, parce qu'en fait, sinon... Enfin, l'argent, c'est fait pour être dépensé aussi, et surtout, et kiffer, quoi. Et faire des voyages et pas investir dans des choses si concrètes. Et d'ailleurs, c'est concret un voyage, vu ce que ça peut t'apporter humainement et tout. Mais du coup, je pense que c'est du cas par cas, et qu'il y a des femmes, certes, qui abusent, ou même des mecs, parce que maintenant, les femmes peuvent aussi gagner de l'argent, merde. Mais que du coup, il y en a, enfin, il y a aussi un vrai truc, quand tu parlais de ça, sociétal, où... Et je pense aussi qu'il y a une culture de réussir, c'est gagner de l'argent, et qu'il y a aussi un tabou sur l'argent en France, là où aux États-Unis tu peux gagner de l'argent. Est-ce que t'en fais aussi ? Est-ce que du coup tu t'en sers pour faire évoluer les choses, participer à des causes ? Est-ce que tu le fais juste pour ton image ? C'est du cas par cas, et c'est du cas par cas, quoi. Ouais. Après, je pense qu'il y a une différence. Tu parlais donc de ton grand-père. Je pense qu'il y a une différence entre être passionné d'économie et être passionné par sa thune.
Ouais, oui. C'est pas pareil, en fait. Ah bah, complet. Tu vois, Complet. quand t'es passionné quelqu'un qui est passionné de comment l'argent fait fonctionner le monde, ce qui est globalement l'économie, bah oui, effectivement, c'est Bien ultra sûr, intéressant, il y a plein de choses à en dire. Être intéressé par... Ouais. Est-ce qu'il achèterait des Ethereum et des Bitcoins? Je sais pas. Ouais, bon. On va pas répondre à sa place. Je sais pas, ouais. Mais je crois qu'il aime le jeu, tu sais, d'investir et de se dire, peut-être qu'il aimerait le jeu d'investir dans un truc et de voir comment ça évolue. Ouais. Mais pas en se disant, waouh, je vais faire des gains de dingue. Et puis c'est quelqu'un de très généreux. Enfin, tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'était pour permettre à ses enfants, ses petits-enfants d'avoir une sécurité un jour. Tu vois, ce qui l'angoisse, c'est de nous dire, là... faut bien faire attention parce que le travail et puis que là on entre dans une période compliquée et c'est plus de l'amour, une forme d'amour qui ne se limite pas bien sûr à ça, mais c'est ça, son langage aussi de prendre soin en fait par rapport à ce que lui il a pu vivre plus petit où il avait pas cette sécurité ni émotionnelle ni enfin, voilà. On va continuer à parler de thunes. De moula, de pèse. Si l'argent n'avait aucune importance, que ferais-tu de ta vie? Bah, je ferais que des trucs Si l'argent n'avait aucune importance, j'essaierais de voyager au max, mais en essayant de limiter mon empreinte carbone. Tu vois, là, je bafouille parce que j'y suis pas du tout, pour être très honnête. Parce que c'est vraiment un des trucs que je préfère faire et plus je suis dépaysée, mieux c'est et j'adore. Mais voilà, maintenant, essayer de voyager autrement. Bon, après, j'adore prendre le train, donc c'est cool quand même. Bref, et du coup, je partirai avec mon micro et j'irai interviewer plein de personnes dans le monde. Et voilà. Ok. Juste ça. Juste ça. Ouais, faire ma passion sans m'inquiéter de devoir faire des choses à côté que pourtant j'apprécie aujourd'hui, hein, mais juste faire que ce que j'aime pour moi et donc pour les autres, hein, mais voilà. Tu peux te téléporter à n'importe quelle époque pour assister à un événement passé. Lequel? Bah, petite, j'étais fan de Louis XIV. Enfin, je vouais un culte à Louis XIV. Mais pourquoi? On va savoir. Ah, les collants. Les colombes du Roi Soleil. Les collants, la perruque, c'est... Ah, c'est sexy. Et puis, c'était un mec hyper sympa. Ah bah... Non, alors du coup, non, flemme, parce que je pense que c'était pas l'époque la plus sympathique. Après, t'y assistes juste, hein. C'est pas y vivre. Ouais, t'y assistes juste. Ouais, je crois que c'est quand même un monde, quoi. Versailles et tout, c'est quand même un monde de fou, quoi. Et voir aussi tous ceux qui vivent autour de la cour et... Enfin, ouais, quand même, c'est passionnant. C'est pour ça que j'aime bien les Ken Follett. Alors, je crois pas qu'il ait écrit un livre sur cette période, mais de revenir en arrière comme ça et de voir comment les autres vivaient, c'est l'impression que ça n'a jamais existé et qu'il y a que ton époque qui est importante et qui existe, et en fait, pas du tout. Ouais, non, En tout cas, je préfère aller en arrière que dans le futur. Ça me fait plus flipper. Très bien. Et donc, ouais, t'irais assister à la vie à la cour du Roi Soleil. Mais peut-être pas peut-être la Révolution française. Ouais, tout ça. Encore une fois, t'y assistes juste. Hein. On dit même pas si t'es présent. Oui, je vais pas me faire décapiter, quoi. Ouais. Puis bon, là, au moment où on enregistre, la semaine prochaine, il y a notre cher président qui reçoit le roi d'Angleterre à Versailles. Moi, j'ai envie de dire, les astres sont alignés. Hein. Va falloir rappeler au monde ce que les Français ont apporté de plus important à la démocratie, à savoir la guillotine. Dis donc, t'aimes bien la guillotine, toi. J'adore ça. Je trouve ça vachement. Ça me fait peur. Je trouve ça très esthétique. Oh, quelle horreur. Quel adulte voulais-tu être quand tu étais petite? Bah, vu que j'étais pas du tout en confiance et tout, je pense que je me projetais pas tant, tu vois, tristement. J'aime le fait que mes parents soient assez libres, tu vois, ils sont indépendants tous les deux. Enfin, en tout cas, ils ont un mode de vie indépendant, qu'ils ont toujours eu des projets ensemble de voyage et tout. Je pense que je voulais trouver quelqu'un avec qui je pouvais faire ça, parce que mais pour autant, tu vois, j'aime bien partir seule et tout aussi, donc ça veut pas dire tout le temps, voilà. Mais je pense avoir une famille et faire ce que j'aime dans la vie, et que j'étais déjà vachement, tu vois, je faisais semblant de répondre au téléphone, de parler, je faisais des spectacles, j'écrivais des histoires qui étaient nulles, hein. Je les ai retrouvées, c'était nul. Mais ouais, je pense que au fond de moi, inconsciemment, je voulais faire ce que je fais aujourd'hui, et que je peux dire que j'ai encore plein d'ambition et d'envie, mais que objectivement, je suis à une place où j'aurais jamais imaginé en être là aujourd'hui,
par rapport à l'image que me renvoyaient les enfants à l'école, quoi, tu vois. Voilà. Et alors, c'est la dernière que je tire. Oh. Tu pourras ensuite, à ton tour, en tirer. Ah oui, c'est vrai. Yes. Quel est le plus beau compliment que l'on t'ait fait? Que je suis solaire, pétillante, cette énergie-là que un peu malgré moi je peux partager. Après, encore une fois, si j'ai des proches qui m'écoutent, je suis pas du tout en train de dire et puis même moi en fait que c'est le cas tout le temps. Je pense que c'est un trait de personnalité, mais qu'un autre c'est aussi la sensibilité et donc les montagnes russes. Et donc c'est pas du tout le temps le cas, mais je pense que quand ça m'arrive, j'ai quand même envie que ça ressorte et que ça devient presque même une pression de toujours aller bien. Ouais. Et ça, par contre, c'est néfaste. Ouais, c'est néfaste, ouais. Carrément. Mais en tout cas, ça, c'est un truc qui m'a fait vachement plaisir d'entendre et que j'ai envie de cultiver, finalement. Très bien. Ok. Bah écoute, merci. Tu peux à ton tour donc en piocher 3 si tu le souhaites. Et du coup, je te pose la question. C'est ça. Yes. Parce que t'as vu, j'ai tenu quand même le truc, hein. Je sais quand même un petit peu, mais c'est une discussion, quoi. C'est cool. Attention. Es-tu à l'aise pour parler en public? Oui. J'avais un peu la quoique. Parler devant un auditoire, ça a jamais été un problème. Ok. Et même si je suis assez d'accord avec les personnes qui considèrent qu'il faudrait que les exposés, ce genre de choses, sont peut-être pas si bon moyen d'évaluer, parce que pour des gens, c'est une vraie angoisse. Moi, je pense qu'il faudrait un système qui s'adapte à chacun, parce que moi, l'écriture était plus une angoisse que l'oral. L'oral, ça a vraiment jamais été un problème pour moi. Donc ouais, non, vraiment. Enfin, tu vois, j'ai déjà donné des cours, ce genre de choses, et il y a vraiment aucun stress pour moi. Des cours de quoi? J'ai déjà fait une masterclass sur le podcast à SAS, parce que j'avais été invité par mon ami Flore, et j'ai déjà fait, quand j'étais à l'EAC, donc une école de médiation culturelle, j'ai toujours 4 années de suite, pareil, j'ai fait en cours de tribuscopie, donc d'études des tribus culturelles. Ah, génial. Qui était animé par un professeur qui s'appelait Jean-Louis Bischoff, que j'aimais énormément. Et donc, en première année, en fait, on parlait des scènes musicales. Après, on parlait d'autres tribus, mais en première année, on parlait des tribus musicales, donc la tribu hardcore, la tribu hip-hop, la tribu goth, ce genre de choses. Et c'est vrai que moi, à cette époque, j'étais déjà énormément dans le métal. Et surtout, j'ai toujours... Enfin, dans mon intérêt pour la musique, il y a toujours eu l'intérêt pour l'aspect social et l'aspect comment une scène se construit, en fait. Et donc, 4 années de suite, pour les premières années, j'ai fait un cours de 2 heures sur le métal, parce que Jean-Louis Bischoff lui-même disait que lui, il connaissait pas, il avait pas travaillé sur ce sujet, mais que ça l'intéressait, donc que je fasse un exposé. Et donc voilà, moi, ça c'est toujours bien passé dans ce genre de cas. Après, c'est pas que je suis timide ou renfermé, mais si je vais rencontrer quelqu'un, si je rencontre quelqu'un en soirée, dans un bar, ce genre de choses, ça se joue à peu de choses, mais je peux aussi bien être très à l'aise pour parler que finalement être assez vite pas avoir grand chose à dire et pas être très à l'aise du coup. Donc parler face à un auditoire, mais zéro problème. Parler quand je rencontre quelqu'un, ça varie. Des fois. Le small talk, c'est peut-être moins ton truc. Et puis le micro aussi, peut-être que ça te rassure, parce que je sais pas pourquoi, j'en sais rien. Est-ce que ça te rassure le micro? Ouais, je pense. Ouais, il y a moyen que le micro me rassure, mais je pense aussi que c'est. Enfin. Après, est-ce que aléatoire c'est parler en public, vu que je me retrouve face à une personne, quoi. Donc, oui, du coup, tu t'imagines pas toutes les personnes qui vont écouter. C'est ça. Ouais, non, ça, clairement, je m'imagine pas. Du moins, pas au moment où j'enregistre. Au moment où je fais le montage, c'est une autre question, mais non, voilà. Donc, quand je suis en société, ça varie. Des fois, ça peut l'être. Et puis, j'ai tendance à me trouver très vite
Justement, toi tu disais, tu nous as raconté cette anecdote où tu te rendais pas compte que tu pouvais être un peu lourde avec tes blagues. Moi, alors c'est de l'autodiag, ce que je suis en train de dire, mais je suis un peu paranoïaque par rapport à ça. J'ai extrêmement peur d'être gênant et d'être lourd et d'être donc je pense que je vais avoir tendance à énormément me réfréner et du coup ça va m'empêcher d'être à l'aise pour parler en public. Ouais, voilà. Je clôture là-dessus. Ouais, très intéressant. Toi, t'es à l'aise pour parler en public ? Je vais avoir un stress, mais un peu comme quand tu fais un spectacle de danse ou je sais pas quoi, que j'ai pu faire plus petite. Tu sais, on parle de bon et de mauvais stress, et je vais avoir l'adrénaline, quoi. L'adrénaline, okay. Qui va faire que dès que je suis sortie, je vais vouloir recommencer. On va dire que je suis plus stressée de lire un texte, une chronique et tout, parce que je vais avoir peur d'oublier, je me fais pas confiance sur ça, et du coup, et d'improviser. Pour autant, je suis à l'aise quand j'improvise. C'est-à-dire que quand je suis censée improviser et que c'est ok, par exemple là tu me poses des questions, j'adore, même si je sais qu'on n'est pas face à un public, mais il y aura un petit public, je serai ok. Quand j'ai fait Herborian, le dernier épisode avec Léna Mafouf là, et son meilleur pote, j'aimais bien parce que j'avais juste une trame, mais quand je dois lire un texte, j'ai peur, et pour autant après j'ai des bons retours, donc c'est dans ma tête que ça joue, c'est un syndrome de l'imposteur, quoi. Mais j'allais dire aussi que t'as une voix aussi qui se prête beaucoup à l'auditoire, quoi, qui est agréable à l'écoute, qui prend... Faut croire, ouais. Tu vois, qui te... J'ai pas le mot. Qui t'englobe. Ouais, voilà. Ouais, quand on écoute ton podcast... Cool. Ouais. Ça fait plaisir. Ouais, c'est cool. C'est toujours agréable. Parfois, c'est intéressant, mais la voix te... Ouais, je peux comprendre. Allez, next. Allez. Aimerais-tu savoir quelque chose sur ta vie future ? Non. Non. Primo, parce que je suis assez angoissé déjà sur et ce que je vais devenir, et plus sur l'état du monde, en fait, de comment je vais évoluer dans l'état du monde, dans ce que le monde va évoluer, et surtout je suis quelqu'un qui, et c'en est presque un défaut, j'ai beaucoup de mal à prévoir ne serait-ce qu'au moyen terme. En général, moi dans ma vie, et notamment je pense que ça m'a un peu pénalisé lors du début de ma vie professionnelle, je vois jamais à plus loin que 3 mois. Et je suis pas quelqu'un qui a des grands projets, ce genre de choses. Je pense que je pourrais épiloguer sur les raisons de ça pendant très longtemps. Mais du coup, vu que je suis quelqu'un qui a aucune assurance sur ce qu'il va faire au-delà de 3 mois, non, ça m'intéresserait pas de savoir ce que je vais faire dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, enfin. Et puis je crois que je suis plus à l'aise avec l'idée d'inconnu, enfin avec l'idée de pas savoir, qu'avec parce qu'il y a ça aussi, c'est est-ce que si on te dit un truc qui va t'arriver dans 15 ans, est-ce que t'es sûr que ça va arriver quoi que tu fasses, ou est-ce que maintenant c'est pas, mais enfin ça va t'arriver tel que les choses sont en train d'évoluer, mais ça se trouve tu vas prendre une décision qui, parce que tu le sais, qui va faire que ça va pas t'arriver. Donc en vrai non, c'est bien c'est bien l'inconnu, c'est très très bien de pas savoir, et c'est rare d'entendre ça, c'est cool, je trouve. Et puis je pense que, enfin, tu vois, on évoquait un peu la question de l'immortalité quand tu as dit que tu voulais mourir à 100 ans. Je pense que et je le rapproche finalement un peu de l'immortalité, c'est ce genre de choses. Tu fais plus rien en fait. Ouais. T'as plus de motivation, mais tu vois, si mettons que tu me disais, dans 10 ans, Aléatoire, c'est le podcast numéro 1 en France, c'est une institution, le bordel, tout le monde écoute ça, je risque de plus rien faire, en fait, de plus bosser sur trop Aléatoire. D'enjeu. Même pas trop facile. C'est pas trop d'enjeu, je sais que dans 10 ans, ça va devenir numéro 1, donc j'ai plus rien à faire pour devenir numéro 1. Tu te laisses porter. C'est ça, c'est pas intéressant. Y a pas de challenge. C'est ça. Et à côté de ça, je suis pas du tout moi, je suis pas je suis pas un addict au challenge et ce genre de choses, hein. Moi, j'aime faire mon truc dans mon coin, mais ouais, je pense que l'inconnu, ça reste. Puis ça fait partie de la vie, quoi. Enfin, ça serait chelou. Ce serait trop chelou de savoir ce qui va se passer dans le futur. Donc, non, je veux pas savoir de trucs. Ok. Voilà. Toi, il y a un truc que tu voudrais savoir ? Non, et ça me fait merci
pas la peine de payer un psy. Ça me fait extrêmement du bien ce que t'as dit sur quand on prévoit un truc. Est-ce que on est sûr que ça va se passer ou est-ce que on peut pas aussi changer les choses, avoir du libre arbitre. En fait, moi, je crois au destin et en même temps au libre arbitre. C'est-à-dire que c'est comme si t'avais plusieurs chemins qui étaient probables et que tu peux le choisir quand même, pas parmi 10 000, mais parmi 100, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, chez Radio VL, il y avait une voyante qui était venue, qui avait déjà deviné des trucs horribles qui s'étaient passés pour certains chroniqueurs. Et moi, j'ai voulu me prêter au jeu, sans savoir qu'elle avait déjà prédit des choses horribles. Et en fait, l'enfer. Elle me prédit... Alors, d'abord, elle me dit, sur le pro, donc il faut savoir qu'on était à la radio et que je venais de lire une chronique que j'avais écrite. Okay. Alors, toi, tu vas écrire, tu vas lire, tu vas être sous les projecteurs. Alors, ça, c'est... Voilà. Ça, c'était risqué comme... Alors, c'est arrivé, dans le sens où après, j'ai été co-animatrice et pour moi, c'était un goal à un moment donné où je pensais jamais faire ça, en tout cas. Okay. Donc, cool, merci. Mais bon, c'était assez logique. Enfin, en tout cas, c'était une possibilité. Voilà. Et elle dit, par contre, la vie perso, ça me fait froid dans le dos. Je te le dis même pas à l'antenne. Je te remercie. Donc, il me reste 1h30. Je suis là, bon, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je prépare mon testament? Voilà. Et en fait, elle vient me voir et elle me dit, non, mais toi, tu vas mettre beaucoup de temps à trouver quelqu'un avec qui faire ta vie. Et pour moi, c'est quelque chose d'important. Et puis, j'ai eu des relations quand même très chaotiques. Donc, j'étais là, putain... Si le vent pouvait tourner, si la roue devait tourner, ce serait pas mal. Et en fait, elle me dit, fais très attention aux hommes dont ton travail est plus âgé. Ok. Et là, voilà, je vais me marier avec un mec qui a 35 ans, donc 7 ans de plus, et que j'ai rencontré au boulot, avec qui je bosse encore sur des projets. Et en fait, j'ai trouvé ça pas mal, parce que finalement, je l'ai pris autrement. J'ai fait un bon pied de nez à ce qu'elle prédisait. Et en même temps, parfois, ça me traverse l'esprit. Et je me dis, putain... qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est une énorme connerie? Et en même temps, ça sert à quoi de se dire ça? Je vais pas changer à cause de cette conne qui a... Enfin, pardon, mais... Et puis, il n'y a pas de science exacte, enfin, tu vois? Oui, non. Voilà, donc non, savoir, non. Et pour les mêmes raisons que toi aussi. Et puis, du coup, c'est intéressant parce que moi, je suis au contraire vachement dans la prévision. Et du coup, en fait, dès que tu stresses, c'est ou par rapport à du futur, même très proche, ou du passé, mais tu sais jamais ce qui se passera et tu peux pas changer le passé. Et toi, du coup, c'était peut-être aussi davantage dans le moment présent. Et moi, c'est un truc que j'ai envie de cultiver aussi. J'en suis loin. Et puis aussi, mon psy m'avait dit un truc, du coup, on refait un peu le lien avec la mort. Il m'avait dit, mais en fait, vous courez vers quoi? Ok. Tout le temps, vous courez vers quoi? À vouloir tout le temps aller vite, faire plus. Et donc, ça va avec aussi, tu vois, Et il m'avait dit, en fait, quand on fait ça, on court vers la fin, quoi. Vous êtes pressé d'en finir, d'aller plus loin, de savoir ce qui va se passer? Et j'étais, bah non, flemme. Et donc, du coup, tout ça me fait bien réfléchir. Voilà. Une troisième. Et la dernière. J'adore parce que je touille alors que c'est déjà touillé et que je connais pas les trucs. Y a-t-il des gens qui t'en veulent, là? Ah, bon, peut-être on va finir sur une plus positive. Je pense, oui. Ouais, il y a des... encore une fois, on y revient à cette question de paranoïa. Si j'ai pas de message pendant 6 mois, je peux m'imaginer que la personne me hait, que j'ai fait un truc affreux, et en fait, elle revienne 6 mois après. Et en fait, non, c'est juste que elle pensait à autre chose, elle faisait autre chose et tout ça. Et j'ai donc. Entre-temps, ça a tourné. Ouais, non, mais c'est assez. C'est pas toujours, bon après je le vis bien, enfin je le vis, j'aimerais mieux que ce soit pas là, mais en soi c'est pas un truc qui m'empêche d'avancer dans la vie, mais c'est vrai que je peux psychoter, enfin je peux être psychoté assez vite. Et après je pense qu'il y a des gens qui m'en veulent, mais je m'en fous parce que je leur en veux encore plus. J'aime. Donc limite ça montre que, tu sais, c'est comme quand on me dit peut-être que je vais trop loin, mais parfois, ma mère, je lui disais, telle personne m'aime pas et tout. Elle disait, mais toi, t'aimerais être proche de cette personne ou t'es pas d'accord avec ses valeurs ou ce qu'elle représente? Je disais, bah non. Elle disait, bah tant mieux. Donc, si les deux s'en veulent, c'est que ça matche pas et que au moins t'es pas dans le faux, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Donc oui, voilà. Et toi? Donne des noms. Non. Non, je rigole. De toute façon, je les connais pas. Bah oui, forcément, je pense. J'ai pas une idée là en tête, mais
Moi, j'ai eu pas mal de ruptures dans ma vie, donc amoureuse et aussi amicale, parce que en fait, j'acceptais trop et d'un coup, j'en pouvais plus et donc je coupais vraiment net. Donc, ce qui doit être assez violent pour l'autre personne, même si pour moi, c'est elle qui est en tort sur certains points qui m'ont mené à la rupture. Mais du coup, forcément, ils doivent m'en vouloir et moi, je leur en veux aussi pour d'autres choses. J'essaie de pas cultiver ça dans le sens où je pense que ça fait pas du bien. Parfois, t'as besoin de passer par la colère. Mais du coup, de ressasser ce genre de choses, ça fait pas du bien. Après, c'est humain et je pense que quand j'y repense, tu vois, même le mec dont je parlais tout à l'heure, bon, évidemment, il y a encore des trucs qui restent et où parfois j'aimerais le croiser et juste pour me prouver et voir lui montrer que plus rien à foutre. Mais c'est de l'ego. Oui. Et je pense que forcément des gens qui nous en veuillent, puisque parfois, regarde, même mes blagues à la con, là, moi, je savais même pas qu'ils m'en voulaient. Je pense pas qu'ils y repensent tous les 4 matins et je pense qu'ils savent même plus que j'existe, mais et parfois, en plus, on se rend même pas compte et parfois, on imagine que quelqu'un nous en veut pour un truc alors que non. Donc, en fait, forcément, c'est un mécanisme humain qui se joue, quoi. Ouais. Bon, et une dernière pour finir sur une note plus positive que la... Allez. La rancœur. Tu peux réunir les 4 personnes célèbres de ton choix à un dîner. Qui choisis-tu ? Qu'est-ce que j'avais répondu récemment ? Parce que alors ça dépend si je pars sur un truc un peu artistique ou si je pars sur un truc un peu politique. Ou peut-être un mix. Enfin non, pardon, je t'influence. Ah non, je pense pas un mix. Parce que je pense que enfin, si je pourrais inviter des artistes à une table politique, mais ouais, oui, il y a un mix en soi. Bah Kazé, hein. Je pense que j'aimerais bien être à table avec Kazé. Aaron Swartz, qui est le mec qui a globalement créé la technologie RSS, mais qui est un des fondateurs de Reddit. Ok. Qui est quelqu'un qui, moi, politiquement, m'influence énormément. Parce que, en gros, l'histoire d'Aaron Swartz, c'est, tu vois qui c'est ou pas? Oui, ok, d'accord. Donc, j'ai pas besoin parce que je l'ai déjà expliqué dans le podcast. Oui. Donc, ouais, Aaron Swartz, parce que c'est un garçon qui me fascine, en fait. Et je trouve son parcours admirable. Et c'est pour moi, les modèles dans la tech et dans le numérique, ça devrait être des gens comme ça, en fait. Pas... Enfin, que plus de gens connaissent le nom d'Elon Musk qu'Aaron Swartz, ça me désole, en fait. C'est souvent ça. Oui, c'est souvent ça, mais c'est une personne qui a fait tellement de bien et qui avait tellement à cœur d'aider à améliorer l'humanité que voilà, j'aimerais beaucoup être à sa table. Donc, Kazé, Aaron Swartz, t'as Angela Davis, hein, c'est bien aussi, hein, ça a des choses à raconter. Et puis Emmanuel Macron, comme ça on fout du cyanure dans son plat. Oh non, tu prévois ma blague dans le cas où tu m'aurais retourné la question. Ah bah je vais te retourner la question. Non, mais non, l'idée serait de passer un bon moment. Mais ouais, Kazé, Aaron Swartz dessus. Et puis après, bah oui, il y en a plein d'autres. Donc oui, on peut dire Angela Davis. Et puis qui me fascine. Je croyais que tu allais dire Kim Carr. Non. Bof, j'avoue que c'est pas enfin, je la trouve intéressante, hein, mais je suis pas sûr que j'aimerais beaucoup discuter avec elle. Avec qui j'aimerais discuter. En plus, j'y ai répondu déjà plein de fois, donc ça devrait être plus simple que ça. Ouais, mais comme quoi ça change et il y en a plus que 4. Ouais, ah bah oui, ça c'est sûr et certain. Bah écoute, vas-y, c'est ça qui me vient à l'esprit et quitte à ressusciter des morts, on va aller loin. Levasseur, qui est un pirate français. C'est énorme. Qui apparemment a créé la guillotine. Non, mais Levasseur qui est un pirate français qui a créé alors je sais plus dans lequel si c'est exactement ça, j'ai un ami qui est passionné de piraterie et qui s'y connaît très bien, mais je crois qu'il a fait partie de la création de Libertalia, qui a été un pays qui a existé le temps de quelques semaines, je crois que c'était au large de Madagascar, où chacun était considéré comme un citoyen à part entière. C'est une république où chacun était considéré comme un citoyen à part entière, que ce soit les femmes, les personnes racisées, enfin les personnes qui avaient réussi à se sortir du joug de l'esclavage, hein, parce que c'était une époque où l'esclavage et le commerce triangulaire avaient cours, et où globalement la marine, je crois française et anglaise, sont venus défoncer ça en
en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, parce qu'ils se sont dit, oh putain, ils sont en train de créer la démocratie, là, ça va pas le faire, en fait. Et qu'à côté de ça, il est dans l'histoire le trésor qui a amassé le pirate qui a amassé le trésor le plus vaste jamais amassé, qu'on a complètement perdu. On ne sait pas où il est. On sait qu'il est à La Réunion, mais on ne sait pas où à La Réunion. Il a jamais été retrouvé. C'est incroyable, cette histoire. Et je crois que aujourd'hui, ce serait à hauteur de 4 milliards d'euros, en fait, de richesse. Donc vas-y, le Vasseur à table avec Cazet, Angela Davis et Aaron Schwartz, je trouve que c'est une bonne tablée. Ça n'a rien à voir avec la tablée que j'imagine, mais je trouve que c'est génial. Il y a qui à ta table? À ma table, du coup, désolée, mais naturellement, tu te poses la question aussi en même temps. Évidemment. Attends, alors comment il s'appelle? Parce que je t'ai dit que j'avais un petit problème. Ah oui, avec les noms. Voyage, cuisine. Fred Chesneau, qui fait... je vois pas du tout qui c'est. Il fait Globe Cooker. Il parcourt le monde. Les nouveaux explorateurs. Il parcourt le monde pour goûter plein de spécialités. Il va chez les gens, des locaux. Et du coup, tu comprends toute leur manière de faire, de vivre, en fait, leur vie quotidienne et tout. Donc déjà, il ferait à manger, parce qu'il cuisine extrêmement bien. Et puis, il est drôle. On dirait qu'il est sous coke H24. Okay. Ce qui est peut-être le cas, mais en tout cas, son énergie me plaît. Ouais, s'il est dans le monde de la restauration, oui, il y a des chances. Ouais, c'est possible. En tout cas, voilà. Bon, je répète un peu, mais Jonathan Cohen, finalement, qui me fait rire. Okay. Après, je trouve qu'il appartient aussi, c'est un peu facile, quoi, un microcosme, un peu, on va un peu toujours les mêmes et tout, mais il me fait trop marrer et j'ai envie de rire. Alors, rien à voir, mais je vais faire un mix. Delphine Orviller, je vois pas qui est rabbin, une femme rabbin, qui a écrit un très beau livre, je sais plus comment il s'appelle évidemment, et qui, en fait, elle, son job, c'est d'accompagner les personnes qui perdent des proches. Ok, d'accord. Et donc, la liaison est très vite faite, car, donc, tu vois, on pourrait se marrer sur un sujet un peu deep, un peu grave, et en même temps bien manger, donc épicurien, humour, sujet important, on y est, on s'y retrouve. On est sur une... J'avais pas fait l'analyse avant. Hein. Et le dernier, alors, célèbre, Bruno, toujours lui, qui est très drôle, qui adore discuter de choses très profondes, donc je ressuscite aussi, mais il est encore là, d'une certaine manière. Et un bon vivant, bon, n'en parlons pas plus. Et donc, lui, il est célèbre parce que son enterrement, on était très, très, très nombreux. Il a marqué beaucoup de personnes. Donc, en fait, il est célèbre plus dans les cœurs qu'à la télé. Mais vraiment, même des potes, la dernière fois que je l'ai vu, j'ai amené 2 potes dîner chez lui, mais il a marqué même une fille qu'il a juste croisée. Enfin, c'est quelqu'un, voilà. Et lui, il aime bouffer, il aime rire, il aime parler de trucs importants. C'est marrant, je parle de lui au présent. Mais parce qu'il m'accompagne dans plein de trucs, en fait, c'est quelqu'un de tellement inspirant, et du coup, je me dis qu'on rigolerait bien. Et je rajouterais mon père, parce qu'ils sont meilleurs potes aussi. Et que lui, alors lui, il serait plus dans l'humour et la bouffe, mais voilà. Lui, il rendrait léger les trucs moins légers. Ce qui fait donc 5 personnes. Bravo. Ouais, et tant pis. En plus, il est passé là, mon papa. Mais c'est pareil. Non, écoute, encore une fois, merci beaucoup pour ton accueil, pour ton temps, pour tes réponses. Comme je te l'ai dit, il y a une dernière question qui sont... est-ce que tu pourrais me donner 2 personnes que tu aimerais entendre dans Aléatoire? Donc, une avec qui tu peux me mettre en contact et une où ce serait le kiff de pouvoir l'entendre répondre aux questions tirées au hasard. Après, il faut que tu valides, hein, mais merci déjà à toi pour ton intérêt. Du coup, je rebondis sur le premier truc pour ma personnalité un peu starbe. J'ai adoré jouer le rôle de l'interviewé, c'est trop marrant. En plus, c'est aléatoire. Non, c'est le hasard et tout, et je trouve ça cool de changer un peu. C'est vraiment une interview que j'avais jamais faite et j'adore. Donc merci. Je t'en prie. En plus, on a pu vraiment se marrer, parler de trucs. Merci pour ton écoute. Je me suis sentie en confiance pour parler. Donc voilà, je te facturerai la séance. Non, c'est moi qui facturerai la séance du coup. Oui, pardon, je mes thunes, quoi. Voilà, top. Je commence par une personne connue. Attends, j'avais quelqu'un en tête. Raphaël Glucksmann, je trouve que... Une socialiste ? Ouais. Ok. Non, c'est le mec de Léa Salamé, mais qui lui il parle des Ouïghours, il parle de tout ce qu'il faut en fait. Alors attends. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'avais besoin, même pour moi de. Je savais pas que c'était le mari de Léa Salamé. Non. Oui. Ok. Non. Ok, top. Qu'est-ce qu'elle me raconte voilà, suivre. Non, lui, voilà, le truc, c'est que je pense qu'il est pas assez shark, pas assez un requin pour devenir président de la République ou avoir un rôle plus important dans l'Europe, mais c'est quelqu'un qui soulève des vrais problèmes, qui a pas peur de le faire, et je pense qu'il aura des choses à dire.
Genre, qu'est-ce que ça fait d'avoir soutenu l'intervention américaine en Irak en 2003 ? Bonne soirée. Ok, je suis pas au courant de tout. Néanmoins, je n'enlève pas le fait que, justement, tu pourrais le cuisiner. Carrément, ouais. Mais par contre, je pense que, je pense quand même qu'il soulève des vrais sujets et que, bon, après, les ressources humaines, on est tous plein de contradictions. Après, là, c'est une erreur un petit peu importante quand même. Donc, tu vois, je savais pas. Ah, tu vois, comme quoi, il faut vénérer personne. Puisque toutes les fois où j'ai vénéré quelqu'un, j'ai été très déçue. Je ne... Mais non, après, ça peut être intéressant quand même. J'ai pas encore fait de personne politique en plus. Ouais, et pourtant, j'ai l'impression que c'est un sujet qui t'intéressait particulièrement. J'ai fait des personnes militantes en soi. Oui, des gens qui font de la politique. Oui, bien sûr. Pas bien politique, sûr. Mais... Oui. Très bien. Et pas connu. Après, si t'as le numéro de téléphone de quelqu'un de connu, je prends aussi. Oui, je vais réfléchir, parce que je pense qu'en fait, ce qui est chouette, c'est que n'importe qui pourrait répondre à ce podcast. Il faut juste que toi, t'aies envie et que tu penses que la personne a des choses à dire. Alors là, c'est peut-être intéressé, mais peut-être mon petit frère qui a la vingtaine, parce que il est discret, mais pour autant, il a plein de choses à dire. Il est très marrant. C'est bien imité, donc il pourrait répondre à cette question s'il l'attirait. Alors, il est passionné de musique, comme toi, mais pas du tout pareil. Plus la psytrance, la minimale et tout. Là, il m'emmène à un festival en Roumanie dans un mois. Il m'a fait un canevas. Voilà. Et lui, il mixe et tout. Et il va à des raves et des trucs comme ça. Et je sais que c'est pas forcément ce que tu préfères, toi, mais du coup, je pense qu'il y aura des échanges intéressants. Et il est vachement entrepreneur depuis tout petit. Donc il aime pas bosser dans un système classique, mais il est pas scolaire. Mais je m'inquiète pas du tout pour lui parce que je sais pas, par exemple, il deal des baskets et tout. Enfin, il est très malin. Oui, il fait du retail. Il fait du retail mais aussi vraiment par passion. Dans le sens où je sais pas pourquoi il s'intéresse à ça d'ailleurs, parce que lui, il s'en fout en fait. Pour lui, en fait, il aime bien avoir une jolie paire de chaussures, mais je sais pas comment te dire, il a ce truc débrouillard, et peut-être que ce serait intéressant d'interviewer des personnes un peu plus jeunes, qui changent aussi, qui ont peut-être des choses à dire. Ouais. Enfin, lui, par exemple, il est hyper énervé par rapport à tout ce qui se passe là, comment on dit, les maltraitances policières là, les bavures, les violences policières tout simplement. Lui, c'est un truc en fait, il va pas avoir tendance à donner son avis sur beaucoup de choses, mais quand il a une idée en tête, tu vois, par exemple, il a été baptisé et il veut se faire débaptiser parce que il trouve ça pas normal qu'on demande pas l'avis et tout. Enfin, tu vois, il a ce petit côté rébellion, mais sur des trucs très Effectivement, je suis assez d'accord avec lui là-dessus. Écoute. Pas par principe, mais parce donc surtout, il doit mettre son grain de sel, mais quand il a un truc à dire, il va le soutenir. Il est très droit, en fait, dans sa... Et parfois un peu noir ou blanc. Je sais que pendant un moment, on s'était beaucoup engueulé. Et c'était... il se tient à son truc. Mais je trouve que c'est chouette, en âge aussi jeune, d'avoir des convictions et de les tenir. Et des passions et de les tenir. 21 ans, si je ne me trompe pas. Ah bah... Tu pourrais couper ça, Stan, si tu m'entends. Et il s'appelle Stan comme ma chanson préférée d'Eminem. Je pense que mon père a un peu... Il n'a pas tout dit à ma mère quand ils ont choisi ce prénom. Très bien. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup. Dernière question, où est-ce qu'on peut te retrouver et suivre ce que tu fais ? Alors, sur... J'avais envie de faire une blague, mais du coup, je la trouve... Je sais plus le nom de la plateforme. Sur... c'est quoi, là, le truc où tu as ton compte LinkedIn ? Non. Copain d'avant ? Non. Mythique. Non, c'était un truc con. Bon, bref, on s'en fout. Ça y est, la lourdeur. Tu vois, le truc là où tu peux faire des cams et tout là. OnlyFans. Ouais, voilà. Alors, mon compte OnlyFans, non. D'accord. Non, c'est faux. Anna Coupe. Anna Coupe, c'est mon Insta. Je partage pas mal de billets d'humeur. Calmos, c'est un peu plus incarné, anglais. Voilà, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est ma newsletter sur Kessel. Il suffit de taper Calmos. LinkedIn, je partage plus mon boulot. J'ai l'impression qu'il manque un truc. Bientôt sur Coupe Talk, mon podcast. Ok. Très bien. Sur lequel on parlera de plein de thèmes plutôt sociétaux. Un thème par épisode avec un invité par épisode. Ce sera mon seul angle. Ça marche. Je dirai jamais. Voilà. Bah écoute, on a hâte
d'entendre ça. Encore une fois, merci beaucoup. Et je me suis rappelé récemment que j'avais dit aux gens que je dirais ça en fin d'épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à mettre des likes et à mettre des étoiles et ouais, à dire à vos copains de l'écouter. Ça m'aide beaucoup. Voilà. Et vous pouvez toujours retrouver Aléatoire sur... J'ai fait un voilà en mode vous me cassez les couilles, c'est horrible. Non, mais c'est que on sent que t'es mal à l'aise alors qu'en fait, on a le droit d'être enthousiaste sur son projet. La promotion, c'est pas du tout mon truc. Mais non, vous pouvez toujours retrouver Aléatoire sur Instagram avec @aléatoire_s. Et je vous dis au prochain épisode. Salut! Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses ou les trois en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À très vite pour une nouvelle rencontre et laissez-vous surprendre.